Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici et vous qui êtes chez vous là-bas dans la caméra au fond, derrière votre caméra au fond. Merci à tous les trois d'être présents. Je suis très content d'être avec vous pour animer cette table ronde où on va parler d'entrepreneuriat éthique et aussi de viabilité financière, voir comment les freins qu'il peut y avoir au lancement ou pas de ce type d'entreprise. Donc je vais chacun à votre tour laisser vous présenter pour le coup, et après l'idée c'est d'avoir un échange ensemble, et au bout d'un moment, après je sais pas, on verra environ 1 heure d'échange, si vous avez des questions, ou si jamais, je sais pas si les gens qui nous regardent, qui sont en direct, peuvent aussi poser des questions, ils le peuvent, magnifique. Donc vous qui êtes chez vous derrière vos écrans, vous pouvez aussi nous envoyer des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Avant de vous laisser la parole, juste rapidement, je me présente peut-être. Donc, je m'appelle Théo, j'anime le podcast Le Pompon sur les entreprenantes et les entrepreneurs de Bordeaux et de la région. Tout ce qui tourne autour du podcast, je donne des cours, je fais des formations et je suis formateur à la prise de parole. J'accompagne des entreprises et des entrepreneurs sur leur pitch et leur prise de parole. Voilà, comme ça, moi je parle peu et après maintenant, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Encore merci d'être là et puis surtout merci à l'équipe du festival, de Révolution Festival et de Bordeaux Bascule d'avoir organisé tout ça. Et on a toute une semaine sur le climat, la biodiversité et l'engagement aussi, et toute une partie culturelle hyper forte. Donc voilà, je vous invite aussi à suivre tout ce qui se passe tout au long de la semaine, puisque ça court jusqu'à dimanche. Je me tais, c'est Tom. Qui veut commencer? Allez, Mickaël, Allez. Donc, moi je m'appelle Mickaël Laborghetti, je suis fondateur d'Ethic Drinks. Donc, Ethic Drinks propose des vins respectueux de l'environnement, de la vigne au verre, sans compromis, avec 2 axes de combat forts qui sont le zéro carbone et le zéro plastique. Fondé en octobre 2019, on sera 13 à la rentrée en septembre. Et malgré des années Covid qui ne sont pas du passé mais encore du présent, on s'en sort, on développe et aujourd'hui on est présent dans 3000 points de vente en France et à l'export. Voilà pour les grandes lignes, et je vous invite à le goûter sur le festival Bordeaux Bascule, on est servi au bar. Exactement, carrément. Et on reviendra un peu, l'idée c'est aussi de comprendre comment vous en êtes arrivé. Alors toi tu as créé une boîte pour le coup, on y reviendra, et on reviendra vers tout ça, mais donc vous deux aussi comment vous avez créé votre boîte, comment ça s'est passé au début, d'où est venue l'idée, enfin voilà, on reviendra un peu sur tout ça aussi, et essayer de comprendre ça, et pourquoi vous êtes lancé, et après comment s'est passé le déroulement. Merci. Marie, vas-y. Tu passeras quand même, Céline. Je vois qu'elle passe la balle. Oui, t'as vu, hein, Du coup, moi je m'appelle Marie-Pierre Klein, je suis la fondatrice de la marque Minu sur Terre. Donc, du coup, on propose des chaussures, des sacs, des pulls et bientôt des manteaux sans aucun produit d'origine animale. C'est-à-dire pour les chaussures pas de cuir principalement, pour les manteaux et les pulls pas de laine. Et l'objectif c'est vraiment de proposer des choses qui soient le plus éco-responsables possible. Donc on utilise des matériaux innovants comme des matériaux qui ressemblent à de la pomme, à du raisin, on a à base de céréales ou de bouteilles plastiques recyclées. Donc on a vraiment toute une gamme très large de matériaux végétaux et recyclés pour mettre sur nos produits. Et voilà, le but c'est d'avoir une démarche écologique globale, donc on prend vraiment toute la prise en charge du produit, depuis la conception jusqu'au recyclage ensuite. Et voilà, on est 8 maintenant, et on cherche une boutique pour se mettre à Bordeaux, donc bientôt en point de vente. Et pour information, Mickaël et Marie ont des projets communs aussi, c'est ça qui est intéressant, de voir toutes ces synergies qui peuvent se créer. Tout à fait, je porte les chaussures de Marie au pied, donc des chaussures en raisin. Voilà. Il nous fournit le marque pour faire les semelles, je pense que vous entendez. Exactement. Plus après. Très cool. Merci. Et donc Céline. Et donc je suis Céline Bienold, j'ai 2 casquettes. La première, c'est que j'ai effectivement créé une marque de vêtements enfants en coton bio fabriquée en France il y a 12-13 ans. Que j'ai revendu il y a 5 ans. Donc j'ai fait plein d'erreurs, on reviendra peut-être, mais c'était voilà, un riche parcours. Et depuis alors j'accompagne les entrepreneurs depuis 5 ans. Et plus particulièrement aujourd'hui, je suis coordinatrice d'une pépinière d'entreprise qui s'appelle Le Campement, qui est située à Darwin, où on accompagne des entreprises à impact positif. Donc on a 28 entreprises qui œuvrent dans beaucoup de secteurs d'activité, qui ont chacune leur modèle de développement, mais qui ont une finalité, c'est d'accompagner, de contribuer à la transition, au sens large. Complètement, effectivement, il y a plein de diversité au campement. Oui, c'est incroyable, c'est foisonnant, on est hyper heureux parce qu'on a plein de candidatures, plein de projets vraiment passionnants, et une dynamique qui est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, Marie est passée au campement il y a, je sais pas, tu as quitté le campement il y a 1 an et demi Plus que ça. Plus que ça. J'y suis allée de juin 2017 à avril 2019. Oui. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Ok. Je suis partie. Très cool.
Marie, pourquoi tu as voulu lancer ta boîte? D'où t'es venue l'idée? Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu te dis, bon, bah, go for it, ça va fonctionner? Enfin, au début, d'où ça vient? Quand j'ai lancé Minus sur Terre, j'étais encore étudiante. J'étais en dernière année d'études. Et en fait, c'est venu d'un besoin. Moi, je suis végane depuis très longtemps. Et au moment de remplacer mes chaussures en cuir, j'ai cherché un peu des alternatives. Et je me suis vite rendu compte que soit j'allais chez les marques de fast fashion acheter des produits vraiment pas chers, et donc du coup fabriqués en plastique en gros, mais dans des conditions qu'on ne connaissait pas et vraiment avec une qualité qu'on ne connaissait pas non plus. Ou alors il y avait quelques marques véganes à l'étranger, ça n'existait pas en France encore. Mais là c'était le style qui vraiment laissait à désirer, et je me suis dit mais c'est bête quand même, s'il y a des matériaux, s'il y a une possibilité de confection, pourquoi pas juste faire des trucs jolis. Et au départ je m'étais dit bon, je vais finir mes études, je vais travailler 2-3 ans dans la chaussure et puis je le ferai peut-être après si j'ai encore envie. Et entre temps j'ai adopté un chien qui n'est pas là parce qu'elle reste à la maison. Cannelle pour le coup, la mascotte. Exactement, et je me suis dit mais en fait j'ai envie de rester avec mon chien tout le temps. Je ne veux pas la laisser toute la journée quand je pars au bureau parce que c'est long, et je me suis dit tiens mais je vais faire ça, et puis si ça marche c'est très bien, et si ça marche pas tant pis, j'aurais appris plein de trucs. Et je l'ai fait en fait, le lancement de projet c'était mon stage de fin d'études, donc je m'étais dit bon en stage de toute façon on est payé des copinettes, donc ça changera pas grand chose, et je suis partie en me disant je fais à fond et on verra bien si ça marche ou pas, parce qu'à l'époque c'était un vrai, c'était en 2016. Ça n'existait pas encore trop ce genre d'alternative, on n'en parlait pas trop, la mode éco-responsable c'était encore assez obscur. Donc du coup j'avais vraiment aucune certitude que ça allait marcher ou pas, et en fait ça a bien marché, donc voilà, 5 ans après on est toujours là. Avec des accompagnements de structure aussi pour le coup, hyper intéressant. Et tu as lancé ça au début, tu as fait du crowdfunding aussi, c'est ouais. Ça qui a bien pris? Ça a bien pris, on a vendu 300 ampères en 3 semaines, c'était assez court. D'ordinaire les gens ils font plus long, ouais. J'étais un peu pressée par le temps parce que j'avais les fournisseurs qui me disaient oui, il faut me payer le 1er avril, donc j'ai dû bloquer ma date pour pouvoir payer les fabricants de chaussures, et ça a vraiment permis de démarrer assez sereinement, puisque au début quand j'allais voir les banques vegan, ils savaient même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Enfin, non mais c'est vrai, hein, on était là, j'avais 23 ans, j'étais blonde en plus, ça aide pas la crédibilité franchement. Et puis ils me disaient mais non, un crédit quand même, il faut un apport. Même après le crowdfunding, ça a été compliqué d'obtenir des financements parce qu'ils disaient mais le crowdfunding c'est bien, mais c'est du chiffre d'affaires, c'est pas un apport, donc nous on s'en fiche en fait. Donc voilà, il a fallu convaincre les banques aussi, c'était pas évident au début, mais et voilà, j'ai trouvé quelqu'un de bien après qui nous a fait confiance, et ça nous a permis de nous développer en finance. Okay. Et tu as commencé par le crowdfunding ou les banques? Les crowdfunding. Okay, j'ai essayé les banques, mais ça n'a pas marché. Mais donc quelqu'un aurait pu te faire confiance et après tu es passé sur ouais, mais sans preuve de marché, c'était encore plus dur que... Déjà c'était dur après avoir vendu toutes ces chaussures, alors avant, il était un peu déconnecté, petit étudiant qui monte sa boîte, bon. Voilà. Et 50 ans, on voit que ça marche très bien pour le coup, on y reviendra. Céline, toi quand tu as lancé ta boîte aussi de vêtements pour enfants, c'est ça, oui. En coton bio, comment ça s'est passé et au début, et pourquoi tu l'as revendu à la fin? Et est-ce que là aussi tu as eu des... je ne sais pas trop poser la question à Marie, mais est-ce que tu as eu des freins ou des choses et tu t'es dit pourquoi je me fais chier à faire du coton bio et pourquoi je n'irais pas faire du coton normal par exemple? Oui. Alors les raisons pour lesquelles je l'ai lancé, c'est que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc j'avais l'idée d'entreprendre. Je travaillais pour une multinationale, et que au niveau des valeurs c'était vraiment compliqué pour moi. Oui, donc, chez General Electric, c'est ça? Oui, ouais. Merci. Je préfère, voilà, ouais, ça va un peu plomber le... Voilà. Non, oui, c'est intéressant de comprendre que je venais d'une expérience où je me disais non mais c'est pas possible, je peux pas, littéralement je me disais mais si je vais jusqu'à la retraite comme ça, je vais avoir flingué ma vie, quoi. Donc du coup je me suis dit voilà, c'est le moment, jeune divorcée avec des enfants en bas âge, je vais lancer une entreprise. J'ai le sens du timing. Et j'ai tellement pas le sens du timing qu'en fait je me suis lancée sur du coton bio. Et ça c'est une des premières leçons que j'ai apprises. C'était l'époque de Montebourg, je sais pas si vous vous rappelez, il est arrivé, il pavanait avec sa marinière là, et il parlait de Made in France. Et je me suis dit, le Made in France ça a du sens, et le coton bio aussi. Maintenant on le dit, on connaît les problèmes de la fast fashion, mais à l'époque, j'allais dire, pas trop en fait. Et quand je me suis lancée sur ce marché-là, en fait, on parlait peu de coton bio et du Made in France un peu, mais pas tant que ça. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à... alors, les personnes qui venaient me voir, c'était les grands-mères qui avaient eu l'habitude d'acheter des vêtements pour leurs enfants Made in France, et qui du coup étaient super heureuses de pouvoir en racheter pour leurs petits-enfants. Et puis après, il y avait des parents convaincus que c'était une bonne idée, mais finalement, il n'y avait pas suffisamment de personnes, et j'étais un peu tôt
sur mon marché et j'ai eu beaucoup de difficultés à expliquer le canton bio, l'intérêt, le Made in France. Et en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivée et que je répète souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, faites attention au timing sur votre marché parce que si vous devez commencer à rentrer dans des logiques de convaincre, du fait de convaincre votre cible de l'intérêt, du bien fondé, de la pertinence de votre offre, c'est qu'il y a un problème en fait et que vous allez dépenser beaucoup de temps et d'argent à essayer de... Et en fait, c'est assez intéressant. On se connaît depuis assez longtemps. Depuis le début. Ouais. Oui, depuis le début. Et c'est vrai que je vois dans le décalage, alors Marie est une entrepreneur vraiment chevronnée et qui a vraiment accompli beaucoup de choses, mais il y a aussi une idée de timing en fait. Et moi, j'étais vraiment trop tôt sur mon marché avec ces produits-là. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées ensuite. Et voilà. Et du coup, pourquoi j'ai arrêté parce que j'ai commencé à accompagner, je suis plutôt sympathique de nature, et du coup, il y a des gens qui m'appelaient en me disant, moi, j'avais pas de talent pour dessiner des vêtements, donc je faisais appel à des gens, mais des gens qui avaient ce talent-là me demandaient de les accompagner sur le fait de développer une marque, trouver des fournisseurs, structurer leur offre. Et au début, je le faisais gentiment. Puis au bout d'un moment, j'ai développé une offre d'accompagnement. Donc j'avais mon entreprise et cette offre d'accompagnement d'entrepreneurs. Et un jour, j'ai décidé de vendre ma marque pour vraiment faire ce que je faisais à côté, que j'adorais, qui était d'accompagner les entrepreneurs. C'est pour ça que je l'ai vendu il y a 5-6 ans. Et là aussi, c'était une histoire de timing parce que c'est vraiment au moment où c'était possible de le faire. Parce que c'était un peu compliqué, c'était un marché qui était un peu compliqué. Ouais. Et après, tu as travaillé chez les premières Nouvelle-Aquitaine aussi. Oui, il y a un incubateur, oui, les premières Nouvelle-Aquitaine, qui est un incubateur qui est situé également à Darwin, qui accompagne les femmes et les équipes mixtes à porter des projets plutôt engagés parce qu'on est dans l'écosystème de Darwin, mais pas que. Donc j'ai travaillé pendant 4-5 ans et je me suis formée à l'accompagnement aussi. Et puis voilà, et puis depuis novembre. Comme vous êtes voisins. On est voisins, on se connaît bien et je connais beaucoup d'entreprises du campement. Ouais. J'ai switché en novembre. Et on reviendra sur tout ça. Et donc toi, Mickaël, alors pareil, tu n'étais pas chez General Electric, mais tu étais aussi dans des boîtes. Oui, j'étais dans une boîte où on vendait du vin international. Ouais. Et j'ai voulu faire le switch. J'ai toujours voulu monter ma boîte, donc ça c'est une différence aussi. J'attendais le bon timing parce qu'il fallait. J'apprenais beaucoup et je suis tombé face à une pollution de plastique en Indonésie en vacances et ça peut faire cliché, mais au retour j'ai quitté mon job pour monter Ethic Drinks. Donc j'ai créé la marque en vacances et en fait je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. On ne pouvait pas continuer notre génération à faire comme ça avait été fait jusqu'alors. Donc ça a été Green Wine, après Ethic Wine, et puis finalement on va pas faire que du vin, on va faire de tout. Et Ethic Drinks était né à mon retour, donc j'ai démissionné mon premier jour de retour. Et la société s'est montée quelques mois plus tard, le temps de faire les transitions, etc. Voilà, en octobre 2019, et Covid 3 mois après. Donc, quand on parle de timing, parfois on pense qu'on a le bon timing. Oups, je n'avais pas vu venir celui-ci, mais comme tout le monde. Petit passage difficile de quelques semaines pour remise en question, etc. Parce que tous les acheteurs du monde entier, c'était terminé. On ne voulait plus entendre parler de nouveaux projets, c'était laisser nous survivre et on se reparle quand c'est fini, quoi. Donc on n'avait pas forcément le temps d'attendre trop. Les acheteurs nous ont fait confiance, on a gardé, on a continué. Et voilà, on est là où on est aujourd'hui, ça fait pas si longtemps, et on est content. Pour en revenir sur Marie, ce qu'elle disait avec les banques, c'est vrai que nous, on est industriel, au final, on produit industriel au sens on a besoin d'énormément de cash flow, parce qu'on a des petites marges, donc si on fait 1 million de chiffre d'affaires, il nous faut presque 700 000 euros de trésorerie pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires. Donc c'est une problématique que je connaissais, mais on n'a pas levé de fonds, c'est tout en financement propre. Donc on a dû trouver le partenaire bancaire qui nous a suivis au début et qu'on a réussi à convaincre. Et donc le conseil, c'est vraiment de faire un business plan solide, et j'ai vu une dizaine de banques. On a perdu énormément de temps. Il y en a qu'une qui nous a suivis, mais c'est pas forcément il y a une banque qui nous suivra, c'est plus le conseiller qui a la main sur valider les lignes de crédit et qui prend votre projet, qui croit en vous, plus qu'une banque. Voilà. Et c'est marrant de voir des banques qui ne nous ont pas du tout accompagnés ou pas répondu, maintenant qui nous font du pied, elles disent non, vous vous rappelez, il y a un an, c'est terminé. Donc voilà, nous on est à la BNP. Qui nous accompagne et qui nous suit.
Et au final, on n'a pas eu besoin de ces lignes de crédit parce qu'on s'est autofinancé. Mais le fait de savoir qu'il y a un partenaire bancaire qui vous suivra, quand vous êtes avec votre client, il dit oui, je peux faire 3 millions la semaine prochaine sans problème, ça vous conforte et vous pouvez vous développer de manière sereine. S'entourer de gens en qui on a confiance, peut-être peu de fournisseurs. Je prends la banque comme un fournisseur, même comme un client, et ça nous a permis d'avancer. Complètement. Et sur les vins, justement, hein, une particularité, c'est que tout est éco-responsable. Enfin, je ne sais pas quel terme exact à employer, mais de l'étiquette au bouchon à l'absence de capsule, pour le coup, les bouteilles de vin rouge qui sont recyclées, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc on est aujourd'hui de la vigne au vert le plus respectueux de l'environnement possible. Donc ça, on le dit depuis la fondation, on y croit. On a été récompensé la semaine dernière par l'ADELE, une filiale de Citeo, mais qui gère la partie vin. Ils nous ont élu packaging le plus éco-responsable de la filière vin. Donc voilà, ce qu'on disait, Bravo. Ça s'est avéré véridique. Donc tout ça, on l'a développé, ça a pris 6-7 mois. Mais bon, moi je suis formation ingénieur agro, donc j'avais aussi des compétences là-dedans. Sensibilité écologique, mon père était aux écologistes dans les années 90, donc on a toujours baigné un peu là-dedans. Voilà, on a lié les deux, les passions, côté éthique et côté wine. Donc voilà, tous. Mais voilà, il y a un timing, il faut le sentir. La confiance est un élément hyper important. C'est qu'à un moment donné, il faut dire bon, j'ai confiance en moi, en mon environnement, j'y vais. Ça, c'est le bon timing, il est là. Complètement. Et ce qui est intéressant aussi chez vous, c'est que vous êtes labellisé Bicorp. Alors vous avez le 1% of the Planet, WWF. Entreprise à mission, bas carbone. Ouais, et zéro plastique. Ouais. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça, ou pas d'ailleurs, c'est quand même, vous pouvez cocher tout quasiment. On coche tout, ouais. Mais c'était un choix parce qu'aujourd'hui, voilà, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez un peu à l'écologie. Il n'y a pas une pub qu'on voit en ce moment à la télé où c'est du greenwashing, clairement. On a une partie marketing, bouteilles recyclées ou plastique recyclé. Mais derrière, si on creuse un peu, c'est nul. C'est vraiment border. Et moi, je voulais pas du tout faire ça parce que c'était pas aller assez loin. Et le seul moyen de prouver au consommateur qu'il n'y a pas le temps d'être spécialiste, c'est de lui apporter des labels clairs, identifiables. On est partenaire WWF aussi. Donc, des experts où il n'y a pas besoin de. Voilà, moi, je dis toujours à tous ceux qui me posent la question est-ce que vous êtes green, venez chez nous, tout, vous verrez, il n'y a rien de caché. Donc, et ça passe que par les labels. Parce qu'on a beau dire qu'on est le meilleur. Voilà, là, on a eu le label éco-conception. Ça a mis un peu de temps à arriver parce que c'est un concours. Mais voilà, les labels, c'est important pour. Et faire les labels dès le début, ça permet de structurer parce que parfois, on ne sait pas ce qui est bien entre deux produits ou entre deux actions. Et c'est les experts et une structure on construit sur des bases saines et green. Complètement. Et alors, je me demandais aussi, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir tout ça? Est-ce que c'est pas une charge en plus? C'est une charge en plus, mais aujourd'hui, rien n'est simple. Et c'est pas compliqué, c'est complexe. Voilà, c'est vraiment la différence, c'est qu'il y a un peu plus de boulot, mais en même temps, c'est notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous êtes dans un linéaire, il y a 300 étiquettes de vin, et on est dans un marché hyper concurrentiel. Donc, c'est notre différenciation. Les vins sont bons, mais la différenciation, elle est green, elle est vraiment green. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rattrapé par pas grand monde. Ouais, effectivement. Et je reviens à Paris, sur Minuit sur Terre. Comment pareil, vous avez, à quel point là aussi c'était compliqué ou pas d'aller trouver la matière première du pain, donc il y a des labos des pommes qui ont cité, le marc de raisin, on en a parlé. À quel point là aussi, en fait, l'idée là aujourd'hui, c'est aussi de donner des clés pour ceux qui veulent éventuellement soit switcher, soit lancer leur propre entreprise aussi. Et à quel point c'était difficile ou pas d'ailleurs, voilà, d'aller trouver cette matière et après aussi de la transformer pour en faire ce que vous avez tous les deux au pied, si je ne me trompe. C'était compliqué parce qu'on est arrivé un peu tôt. Tu parlais de timing. Nous, on est vraiment arrivé au tout début. Donc, je pense qu'on aurait pu arriver un peu après, ça n'aurait pas fait de mal. On a eu pas mal ce travail, pas d'évangélisation, je ne voulais pas parler de ça, mais de compréhension, de pédagogie. Non, mais de pédagogie envers les gens et les clients qui ne savaient pas trop ce que c'était. On a eu plein de blagues, mais du coup, les chaussures véganes, ça se mange, etc. Du coup, il y a vraiment ce côté-là. Et on est arrivé aussi un peu tôt par rapport aux matières, parce qu'on n'avait que la matière en céréales à l'époque. Tout le reste, c'était en cours
d'industrialisation. Donc, moi, j'ai connu la matière en raisin, par exemple, dès 2017, donc vraiment au tout début. Et par contre, ils me disaient, ah bah oui, on fait des tests, c'est pas prêt encore. Et du coup, je l'ai harcelé pendant longtemps, c'est régulièrement, en demandant, ça y est, c'est prêt, ça y est, c'est prêt. Et ça peut parfois prendre du temps. Et ensuite, on a tous les tests à faire qui sont très longs. Parce que nous, on fait à la fois des tests au centre technique de la chaussure. Donc, du coup, en gros, on leur envoie une chaussure et ils font des tests de vieillissement accéléré. Mais on fait aussi des tests dans la vie réelle. Parce que bon, des fois, leurs tests, on a des résultats parfois assez surprenants. Donc, C'est quoi du vieillissement accéléré? On met Eh plein ben, de pluie d'un coup? Ouais, ils ont une machine, mais la chaussure, elle fait comme si elle marchait. Ok, non-stop. Ouais, voilà. Ok. Et on voit quand est-ce que ça fait. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est intéressant à faire aussi. Et après, nous, on dispatche aussi à. Là, par exemple, la paire qu'on a fait pour les équipes de Team Drinks, j'espère qu'elle tient bien parce que c'est une matière qu'on teste en fait. Tout va bien. Voilà, donc on fait ce genre de choses. Ou alors on a un club de testeurs. Et les testeurs, on a une quinzaine de personnes un peu privilégiées et qui sont là pour aussi nous aider à tester en conditions réelles les nouvelles matières qu'on sort. Parce qu'on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Rien qu'en fabrication, des fois, les usines, elles nous disent ah, ça, c'est bien, mais c'est hyper difficile à travailler. Dans les machines, ça passe pas, ça pète. Enfin, donc, voilà, il y a beaucoup d'adaptations à faire. Je pense que si on fait une marque basique en cuir, c'est plus simple parce qu'ils ont plus l'habitude aussi de travailler ce genre de matière. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais ensuite, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Je touche du bois parce que c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de problème. Tout s'est bien passé tout le temps. On n'a pas eu de choses difficiles. Même le Covid, oui, effectivement, peut-être les 2 premières semaines où tout le monde était un peu paniqué, on l'a senti aussi. Et puis après, on a dit non, mais vous inquiétez pas, vous pouvez acheter maintenant, on livrera après le Covid. Et là, c'est reparti. Donc, je touche du bois parce que c'est bien, ça marche tout seul, je n'ai rien à faire. Non. Rien à faire, j'imagine. On travaille un peu quand même. Mais voilà, on n'a pas eu de grosses difficultés à devoir sortir les rames en disant mon Dieu, ça y est, on ne vend plus, il faut aller. Et on a mis des choses en place pour pas avoir à faire ça. En fait, à chaque fois, on a toujours des nouvelles idées, toujours des nouveaux produits. Et puis, on professionnalise le tout aussi au fur et à mesure. On n'a pas fait. Souvent, les marques, quand elles font des levées de fonds trop tôt, enfin, nous, on n'en a pas fait du tout, donc ça ne s'applique pas, mais elles ont plein d'argent qui arrive d'un coup et elles ne savent pas quoi en faire et ça se dispatche beaucoup. Alors que là, nous, ça y est, on a un peu de sous, donc du coup, allez, on va faire appel à une agence de presse pour nous gérer les relations presse, donc du coup, on va avoir un peu plus de retombées dans les journaux ou la télé, etc. Là, ça y est, on a débloqué encore un peu d'argent, du coup, on va faire appel à des stylistes extérieurs pour avoir un peu de renouveau dans les modèles. Et ça marche comme ça, en fait, on attend d'avoir le budget avant de le dépenser. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché, c'est qu'au début, on faisait tout à l'économie, parce que comme on n'avait pas de sous, il fallait vraiment faire vraiment le minimum vital pour que ça fonctionne, sans trop dépenser. Et c'est cette mentalité-là qui a fait qu'aussi on a été rentable dès la première année. Parce qu'on n'a pas dépensé de l'argent qu'on n'avait pas en fait. On a attendu de l'avoir pour le dépenser. C'est cool d'être rentable dès la première année. Oui, ouais. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Non, c'est serré la ceinture. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant aussi dans votre modèle, c'est que vous êtes arrivé avant d'autres. Et donc, en fait, il y a toute cette partie test. Alors, à la fois, ça peut être frustrant quand on va, tu parlais des industriels, on aimerait faire ça et en fait, ils te disent que c'est pas possible. Mais vous êtes là, au final, pour tester et pour aussi montrer que c'est possible de faire autrement. Oui. C'est exactement ça. C'est ça. Il y a de plus en plus de monde maintenant sur le marché. Et encore, on est un peu tranquille sur le marché de la chaussure vegan, chaussure dans le sens large. Parce qu'il y a personne, il y a quelques marques qui ont essayé, mais qui n'ont jamais survécu. Les gens qui se lancent maintenant, ils font que de la basket. Alors c'est bien parce que c'est le produit qui marche en ce moment, la basket. Tout le monde met des baskets. Je pense que si on regarde les pieds, il va y avoir moins. L'été, il y a un peu plus de sandales, c'est vrai. Mais c'est se focaliser sur un monoproduit et c'est plus compliqué après de fidéliser. Alors que l'avantage qu'on avait nous, c'est que l'été on a des sandales, l'hiver on a des bottines, on a un peu tous les types de chaussures et donc on a un taux de fidélité qui est assez élevé. Et c'est ce qui nous a permis aussi de survivre toutes ces années, quoi. Et de la maroquinerie aussi. Et oui, on a fait aussi des sacs, on a fait des pulls, j'ai fait les manteaux aussi qui arrivent, donc voilà. Toujours plein de projets. On fait des chaussures pour enfants aussi. Mais il me semble, si je peux rajouter un truc, au tout début, quand tu avais une communauté qui était en attente en fait de ton produit, c'est ce qui m'avait marqué quand on travaillait ensemble au début, c'est que tu avais une communauté, non pas qu'on ait travaillé ensemble, mais tu avais une communauté qui était végane, qui était très en attente et que tu as travaillé beaucoup en amont en fait aussi
du crowdfunding que tu as fait, ils étaient très en attente du lancement de ta marque. En fait. C'est vrai que j'avais fait des sondages avant sur des groupes Facebook où c'était des véganes qui se regroupaient pour parler un peu recettes, bons plans, etc. Et il y a plein de gens qui m'avaient suivi parce qu'ils disaient « Ah oui, c'est une trop bonne idée, moi aussi je cherche des chaussures un peu viles, un peu féminines, sans cuir et j'en trouve pas. C'est vrai qu'avant même de lancer le crowdfunding, on avait je sais pas trop, 4000 abonnés sur Facebook, c'est pas énorme, mais ça faisait déjà une base de gens intéressés qui ont pu précommander avant. Et c'est vrai que j'avais fait ce travail d'aller chercher des clients avant le début du crowdfunding parce que sinon, c'est tellement court, enfin, en l'occurrence 3 semaines, c'était vraiment court. Le temps de sortir les rames et d'aller chercher tout le monde, c'est un peu limite, quoi. Même si on a plein de presse d'un coup, parce que les médias, ils aiment beaucoup les crowdfunding. Donc c'est vraiment quelque chose qui est souvent assez bien couvert. Nous, par exemple, on n'avait pas eu trop de presse pendant le crowdfunding. On en a eu beaucoup quand on a reçu les paires en stock. Et finalement, c'était pas plus mal parce qu'on venait de recevoir notre premier stock et on a eu un reportage sur France 3 qui a fait un peu boule de neige. Et ça a été partagé dans plein de médias. Et là, on a eu un afflux de commandes tout de suite alors qu'on venait de faire notre stock. Et c'était vraiment hyper bien. Et là, sans forcément avoir des RP pour le coup, ou tu avais déjà des RP à ce moment-là On le faisait en interne. En interne. Ouais, on le faisait en interne. Bon, on faisait tout en interne. Oui. Au début, c'était même maman qui faisait les colis, tu vois. Donc, c'était un peu artisanal, on va dire. Mais c'est bien aussi d'avoir tout fait en interne parce que maintenant, je vois comment ça fonctionne. Par exemple, l'entrepôt, quand ils me font payer les retours plus chers que les expéditions, ben, je sais pourquoi, parce que je l'ai fait. Ouais. Je sais que c'est plus compliqué d'ouvrir la boîte, vérifier que les chaussures n'ont pas été portées, changer le papier si les gens ils ont tout froissé, n'importe comment, remettre en stock, etc. Et au moins, je ne suis pas perdue quand on parle de ces choses-là. Donc, c'est pas mal d'avoir un peu touché à tout dès le début. Même les relations de presse, je sais à quel point c'est frustrant. Donc, du coup, je suis très contente de m'en débarrasser. Mais il y a plein de choses comme ça. Le fait de l'avoir fait dès le début, je sais ce que j'ai pas envie de faire, ce que j'ai envie de garder, etc. C'est bien. Et alors, à quel moment tu t'es dit, je commence, parce que quand on fait tout en interne, au bout d'un moment, on a besoin de souffler aussi, d'externaliser. À quel moment tu t'es dit, ouais, je vais externaliser cette partie-là. On a commencé par la logistique, parce que du coup, les colis, c'était ma mère qui les faisait de septembre 2017 et arrivé en décembre, donc pour la période de Noël. Elle m'a dit, c'est bien gentil, mais j'ai autre chose à faire que des colis tous les jours. Donc c'est la première chose qu'on a externalisée parce que ça grossit plus vite que ce que je pensais. Et quand on est arrivé à une vingtaine de colis par jour à Noël, alors bon, c'était pas... Enfin, maintenant, je fais c'est pas beaucoup, mais c'était beaucoup, sachant qu'on faisait à peu près 10 colis à l'heure. Pour donner un ordre d'idée, on n'était pas très efficace. Tout de suite, c'est le premier truc qu'on a voulu sortir parce que c'est vraiment hyper contraignant. Et puis il y a le stock aussi. Il n'y a pas que les colis. Donc, heureusement, la maison a été grande. Donc on avait une pièce, c'est la chambre d'amis qui s'était transformée en pièce de stockage. Mais ça, pareil, ça devenait compliqué à gérer. Donc c'est le premier truc qu'on a sorti. Et après, j'ai travaillé avec Aurore qui s'occupe des relations presse du coup. Assez vite, mais au début, je l'avais prise pour 2 mois. Et dès que j'avais un peu de budget, on me proposait 2 mois. Et voilà, maintenant, je fais en permanence parce que c'est quand même bien d'avoir un suivi sur le long terme. Mais à chaque fois, on essaye d'externaliser des choses qui sont mieux maîtrisées par quelqu'un d'autre que nous. En fait. C'est ça l'intéressant à externaliser, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire mieux que vous, plus efficacement et moins cher en temps humain. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'au final, c'est se rendre compte qu'on passe beaucoup de temps sur une certaine chose, et puis c'est aussi de la présence mentale, parfois. Donc ça fait du bien de prendre l'investissement, de payer quelqu'un pour faire Céline, sur toutes les entreprises que tu as au campement, à la fois des startups avec des tailles différentes, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi, de 1 à 12 personnes? Oui, à 12-13 personnes, oui. Après, comme on est en open space, ça fait un peu volumineux. Effectivement. Est-ce que tu vois, parce qu'il y a plein de projets différents, est-ce que tu vois une similitude dans soit les profils, ou en tout cas les clés de réussite de chaque entreprise? Toutes les personnes sont différentes là-bas. Oui. Est-ce que, il y a des similitudes de réussite dans ce que... Oui, c'est pas en fait, c'est assez simple, c'est de ne pas oublier les fondamentaux de ce que c'est créer une entreprise. En fait, c'est répondre à un besoin d'une cible identifiée et qu'on peut toucher, sur laquelle on parlait un peu de la cible végane tout à l'heure, mais le fait de comprendre quelle est sa cible, quel est son besoin et de savoir y répondre de façon rentable, c'est le fondamental. On y revient, ça paraît peut-être un peu basique, mais si on n'arrive pas à faire ça, c'est compliqué. Je trouve qu'on tâtonne longtemps. Donc tous les projets sur lesquels l'entrepreneur, parce qu'ils sont déjà en activité quand ils nous rejoignent, connaît bien son marché, connaît bien son cible, sait lui parler, sait communiquer et du coup sait promouvoir son offre.
c'est sûr que ça fonctionne beaucoup mieux que celui qui va tâtonner ou avoir une cible. Souvent, on voit en amont, on voit beaucoup de projets, on reçoit beaucoup de candidatures, et il y a peut-être des projets qui touchent des signes un peu, des cibles un peu larges, éco-responsables ou écolo au sens très large du terme. Et c'est souvent difficile si on n'arrive pas à être plus spécifique, d'arriver, je trouve, à toucher sa cible. Donc oui, leur point commun, c'est qu'ils connaissent leur marché, qu'ils savent parler à leur marché et qu'ils ont les moyens de le faire et de manière rentable, en fait. Ouais. Parce qu'il y a, oui. Et quand tu reçois quelqu'un, quelles sont les premières questions, les premiers éléments que tu vas aller vérifier pour te dire, parce que des personnes qui ont des projets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Et tant mieux, mais vers quels aspects tu vas leur poser des questions en disant, alors oui, ça peut être viable, et alors ça c'est un peu trop utopique, attends encore un peu. Alors, oui, ils doivent d'abord, on est une pépinière de la mairie de Bordeaux, donc on a des critères, en fait, pour entrer dans le campement. Il y a des critères il faut être immatriculé en activité, en développement commercial, on doit créer de l'emploi sur le territoire. Donc, bon, il y a des questions un peu liées à ces critères-là. Et après, je vais te questionner sur, alors avec humilité, avec toujours beaucoup d'humilité, la connaissance que la personne a de son marché, sa maîtrise des éléments financiers, est-ce qu'elle connaît ce qu'il y a dans ses résultats, mais dans son prévisionnel, si on connaît les hypothèses hautes, basses, si elle sait comment concrètement elle va aller atteindre son marché, même si tout est perfectible, mais quelle connaissance elle a de son modèle économique, de ses éléments financiers et du business qu'elle développe. Après, personne n'a de réponse. On ne sait pas avant vraiment ce qui va marcher, mais au moins d'avoir bien réfléchi sur quel marché je me positionne, comment je vais le toucher et quels sont les éléments financiers, les modèles économiques derrière. On vient questionner beaucoup ça. Et on cherche beaucoup à questionner, en fait, comme on n'accompagne que des entrepreneurs engagés, je cherche toujours un équilibre entre les valeurs portées par le projet et la personne en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que des fois, on peut être un peu peut-être porté par ces valeurs et c'est très stimulant de dire, souvent on quitte des métiers dans lesquels on s'est peut-être épanoui, mais on n'imitait pas nos valeurs. Mais l'idée de porter un projet dans lequel on se retrouve, on est engagé, c'est assez stimulant. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est d'abord chef d'entreprise, en fait. Donc l'idée, c'est de comprendre l'équilibre que la personne met l'équilibre entre les valeurs qu'elle met dans son projet et le pragmatisme d'un dirigeant d'entreprise qui, des fois, a des décisions à prendre qui sont qu'il faut mettre en équilibre peut-être avec ses valeurs. Et voilà. Puis après, on cherche à savoir, un point que tu as évoqué, c'est souvent les entreprises ils ont des missions, des raisons d'être ou des valeurs, mais savoir comment elles les incarnent concrètement. On parlait des labels et on accompagne notamment avec Bilab sur la certification Bicorp que l'on a évoquée, c'est de voir comment l'entrepreneur réfléchit à la manière dont il va passer de sa raison d'être, de sa vision, de ses valeurs à pragmatiquement les décisions qu'il prend, des sujets sur la gouvernance, le recrutement, la relation avec ses partenaires, son écosystème. Donc de voir s'il a réfléchi à la manière concrète d'incarner ses valeurs dans son projet. En fait. Voilà. Bon, après, ça dure, on pourrait y passer des heures, mais c'est toujours des discussions très riches, très intimes. J'imagine, ouais, complètement. Et avec toutes les personnes que tu as croisées, aussi bien sur les premières que maintenant au campement, est-ce qu'il y a, dans toute cette économie sociale similaire, pour le coup, c'est le terme qu'on peut employer Oui, c'est plus large. Pour moi, éthique était pas mal parce qu'on est très très large, ça veut tout et rien dire, mais je pense que tout le monde je sais pas, on peut le mettre à débat. Oui, mais voilà. Ouais, donc dans tout cet écosystème éthique, oui, ou engagé. Ou engagé, ouais. Est-ce que tu vois des similitudes en termes de freins aussi, par exemple De freins, ouais. L'ambition. Bon, on accompagne beaucoup aux premières des femmes. Alors, Marie est un mauvais exemple, mais souvent, les femmes se mettent des freins. Les projets concrètement sont sous-financés, donc on observe beaucoup de freins à la création d'entreprises. Et en général, en fait, l'ambition. En fait, souvent, on pousse les entrepreneurs à être plus ambitieux. Je pense que c'est parce qu'on part avec peut-être un raisonnement d'individu et on doit raisonner en tant qu'entrepreneur en fait, en tant qu'entreprise. Donc on passe sur nous on pousse beaucoup les entrepreneurs à avoir des visions beaucoup plus larges, beaucoup plus avec des chiffres d'affaires concrètement avec des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés parce que en réalité pour trouver sa place sur un marché il faut y rester.
sans faire de généralité, souvent quand même il faut occuper sa place, hein, son terrain. Et donc oui, je ne sais plus quelle était ta question, mais un des points de vigilance qu'on a, c'est mais quelle l'ambition. L'ambition. Et on pousse généralement beaucoup à avoir des ambitions plus larges. Et justement, est-ce que dans cet écosystème éthique, il y a par rapport à le reste de l'écosystème qui n'est pas forcément, en tout cas où ce n'est pas une priorité, Oui. est-ce qu'on a une différence d'ambition Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Compte, Peut-être, ça vient peut-être, je ne sais pas, mais ma vision personnelle, c'est peut-être parce que comme on contrebalance les valeurs, dans tous les projets que j'ai vus depuis 5-6 ans, quand on met les valeurs dans la balance, peut-être qu'on met moins l'accent sur le côté. Et encore, ce n'est pas une généralité, je ne pense pas que ce soit votre cas, mais donc je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Oui. Disons qu'on a des freins à certains marchés. On ne fait pas de la croissance pour faire la croissance. Il faut que la croissance soit permise en conservant nos valeurs green. Et ça, c'est un frein dans l'économie éthique. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'éthique, dans un marché, si je prends le main, le bio, c'est 10% du marché. Donc déjà, on sait qu'il est en croissance, mais on sait qu'on ne peut pas adresser 90% des marchés. Donc, nous, on ne fait pas de plastique, on ne fait pas de bagging box. Donc on se coupe encore. Donc, en se faisant des... C'est quoi, t'as dit quoi, le bagging box? Bagging box, c'est les vins cubiques. Ouais. Voilà. Donc on ne fait pas ça. Donc on se coupe quand même du... Et toutes ces boîtes-là, Marie, voilà, elle est sur le vegan, donc elle ne vendra pas de cuir, donc elle va se couper, elle va être limitée à l'usine, elle a une ou deux usines qui peuvent lui faire ça, alors que quelqu'un qui fait du cuir, il peut quasiment produire partout, demain il fait en Chine, il va pouvoir baisser ses prix, faire plus de volume. Donc voilà, c'est des marchés, c'est de la croissance verte, et c'est plus de la croissance démesurée, donc on n'est plus sur les mêmes paramètres. Et alors justement, est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas un marché déjà à créer, mais en tout cas à faire en sorte que si de plus en plus de personnes sont sensibilisées à ça, forcément, le 10%, le 10-90, va passer à 20-80, etc. Ça, c'est en train de changer, doucement, sûrement. C'est les seuls marchés en croissance. Si je prends le vin, le bio est le seul marché en croissance où ça stagne ou ça diminue. Donc, pour une boîte qui se crée, qui a un marché en croissance, c'est le top. Même si on n'est pas fort, qu'on est mauvais, qu'on arrive à un moment donné, les mecs qui vendaient des pelles pendant le Gold Rush, c'était magique, quoi, même les plus mauvais. Donc, et là, forcément, ça aide. D'être sur un marché en croissance, c'est plus facile. L'acheteur n'a pas besoin de supprimer un produit pour nous rentrer un rien. À la différence, si j'avais un vin classique lambda, il faudrait qu'il supprime une ligne pour me rentrer. Ouais. Donc là, on passe plus sur du relationnel, ce genre de choses. Okay. Et alors, j'ai encore une question pour Céline. Et qui est partie. Elle reviendra. Elle reviendra après, elle va partir sur la parole. Aujourd'hui, vous avez une gamme de vins, vous n'êtes que sur les vins, si je veux pas. Pour le moment. Au moment, ouais. D'ailleurs, vous avez aussi une communication qui est un peu originale, enfin, en tout cas sur les étiquettes. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Et pourquoi être parti parce que, bon, alors, ça répond à votre cible, j'imagine, mais est-ce que tu peux nous parler d'un peu de tout ça aussi? Nous, on est entreprise à mission et un de nos 5 objectifs pour être entreprise à mission, c'est communiquer auprès du consommateur sur la préservation de la biodiversité. Ce que nous demande aussi WWF. Et donc, on a des étiquettes, par exemple, pour la station Magourde, mais je n'ai pas la bouteille, mais la marque, c'est un petit phoque qui est sur un glaçon qui est en train de fondre. Et la marque, c'est You Fog My Eyes, avec un point d'interrogation. Donc, ça fait sourire tout le monde, mais derrière, il y a un problème plus profond, qui est la fonte des glaciers. Donc là, on peut se permettre de faire ces blagues parce qu'on est une entreprise neutre en carbone, avec une minimisons tout. Donc, mais l'idée, ça sensibilise le consommateur sur le fait que, par son choix, par son action, il peut avoir un impact sur la planète. Et c'est là où on essaie de communiquer. On a une étiquette qui s'appelle biodiversité, une étiquette qui s'appelle Act for Good. Voilà, on essaie vraiment de communiquer à tous ces niveaux-là. Et je pense que c'est les boîtes éthiques, de personnes éthiquement engagées, rallier le consommateur à lui montrer qu'il peut faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, si on a le meilleur produit, même si on est dans le bon timing, ce qui compte, c'est le consommateur. Et nous, c'est ce qui nous drive. C'est tout le temps le client green. Complètement. Et justement, la deuxième question que je perds en peu de temps, alors, mémoire très courte. Sinon, elle est revenue. Sur tout ce que vous fêtes aussi chez Ethic Drinks, donc on l'a dit, les bouchons, vous allez retirer les capsules, etc.
à quel point c'est beaucoup plus cher que de ne pas le faire. En tout cas, toutes les autres boîtes qui font ça en termes de packaging, etc. Et là aussi, alors on a bien compris côté valeur ancrée et vous êtes parti dès le début avec le côté, enfin, les labels et ces valeurs-là, cette façon de faire là. Même si aujourd'hui tu dis, enfin, l'entreprise continue de s'étendre et ça fait un peu plus de 2 ans et vous êtes déjà nombreux, enfin, pour le coup quand même, et ça fonctionne bien. Mais je pense qu'on peut avoir en tête l'idée de se dire, mais une entreprise éthique, waouh, en fait ça va coûter hyper cher, on va pas gagner d'argent et on va pouvoir croître. On a des exemples ici qui prouvent le contraire. Mais à ces personnes qui pensent ça, qu'est-ce que tu aurais à dire? Puis après je passerai la parole à Céline Marie. Ils ont raison sur le fait que ça coûte plus cher. Ouais. Ça, il faut partir de ce constat. Aujourd'hui, le consommateur va payer plus cher pour de l'éthique, dans la mesure du raisonnable. Il ne va pas payer 300 € pour une paire de baskets. Il ne va pas payer 100 € pour une bouteille de vin, même si le vin, c'est un problème particulier. Mais nous, on va être 20 à 25% plus cher qu'un vin équivalent, mais ça nous coûte aussi plus cher. Et aujourd'hui, les acheteurs sont OK, parce que les consommateurs sont prêts derrière à payer plus cher. Et il faut voir quel est le prix psycho des clients. C'est un point important. Et puis, sa connaissance personnelle. Aujourd'hui, nos vins sont vendus à 6,95 chez Monoprix. Pour vous, c'est pas cher. Et on a fait aussi le choix d'une distribution la moins consommatrice de marge. Un peu comme Marie qui vend direct sur Internet, où elle élimine un revendeur. Nous, on est passé direct auprès des gros comptes comme Monoprix ou Carrefour qui nous font baisser nos coûts d'après. Donc voilà, il faut réussir à. Ça sera plus cher, il faut le savoir dans son business plan. Essayer de trouver des manières de vendre, d'éliminer les coûts de mise en marché. Et justement, toi, il n'y a pas un moment où tu te dis, pareil, arrêtons de faire tout ça et en fait, augmentons nos marges sans forcément augmenter le prix. Cet aspect financier, en fait, qui au final, quand on débute, il est forcément hyper important. Ah, faire des concessions, tu veux Ouais. dire ? Ouais, non, c'est pas. Si on fait des concessions, il reste plus que le drinks, quoi. Ouais. Et dans ce cas-là, on est plus tout seul sur le marché et on n'existe plus. Ouais. Et Marie, Oui, mais c'est vrai qu'il a raison, c'est qu'on ne peut pas faire de concessions sur l'éthique, puisque c'est ce qui fait notre différenciation, et c'est pour ça que les gens ils viennent vers nous plus que vers notre marque. Et on parlait du prix, c'est un peu plus cher. Nous, du coup, pour s'ajuster au prix des concurrents qui font à peu près une qualité similaire et des marques similaires, on a justement choisi de passer uniquement par le site. Donc, on n'a pas d'intermédiaire, ce qui nous permet on a peut-être moins de marge que les autres, mais comme on vend que en direct, finalement, ça s'équilibre. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance, de plus en plus maintenant, j'ai l'impression, envers tout ce qui est greenwashing, justement, et on a des clients de plus en plus exigeants et informés. Je suis partie complètement des pattes. non, mais c'est très bien. Et on a de plus en plus de gens qui posent énormément de questions, qui sont très bien renseignés, et on peut pas. Enfin, je sais pas s'il y a des marques qui leur mentent, mais moi, j'arrive pas à nous, on leur dit la vérité à chaque fois quand. Par exemple, il y en a qui disent ah mais oui, mais donc du coup ça va grandir et ça va être bien, donc du coup si vous grossissez vous allez faire plus de volume et ça va être moins cher. Sauf que c'est pas vrai, parce que si on suit leur raisonnement, pour eux moins cher ça veut dire 30% moins cher, 5 € moins cher ça les intéresse pas. Pour ça il faut qu'on change d'usine, il faut qu'on aille délocaliser, parce qu'au Portugal le travail ils font à la main, donc qu'ils en fassent 100 ou 3000 des chaussures, ça va être le même travail. On pourra gagner peut-être un petit peu sur les matériaux en commandant en plus grande quantité, mais on n'aura jamais une baisse de prix qui est aussi importante. Et ça, il faut bien que les gens ils prennent conscience qu'en fait, si on grossit trop, ça veut dire qu'on délocalise et on perd le côté éthique, justement. Donc, on préfère rester un peu plus petit. Et on parlait d'ambition tout à l'heure, mais moi, j'ai jamais eu trop d'ambition. Je voulais juste en vivre tranquillement. Et en fait, je me suis laissée un peu porter par le truc et ça a bien marché et très bien, mais je ne veux pas me dire, tiens, je vais aller faire une levée de fonds pour devenir la plus grosse marque de chaussures éthiques dans le monde. Bon, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Ça marche bien, je peux en vivre, je peux habiter à la campagne, ça c'est bien. C'est vrai, ouais, pouvoir habiter où on veut, c'est aussi un des gros avantages de monter sa boîte. Et finalement, j'ai pas. Après, oui, si ça grandit, tant mieux. Tant mieux, parce qu'on peut faire plein de choses et que moi j'ai tendance à me lasser très vite de tout. Donc j'aurais eu peur de m'ennuyer si c'était resté au même stade pendant des années. Donc là, j'ai sans arrêt de nouvelles idées, c'est bien, c'est cool, c'est stimulant. Voilà. Et Céline, sur le même. Non, mais je pense que votre regard c'est vrai que pour moi, c'est un sujet qui est spécifique à chaque produit, c'est-à-dire qu'il y a des prix psychologiques. Donc la question, c'est est-ce qu'on a
une clientèle qui est prête à payer effectivement peut-être le surcoût, aller en direct. Je pense aux petits aviateurs qui font des cadres en bois. Je vous invite à regarder les petits aviateurs. Je vais faire la pub, hein, j'ai 20 000 pubs à faire. Je commence. Alors, ils ne font pas des avions du tout, les petits aviateurs, ils font des cadres en bois. En fait, ils impriment vos photos. Vous allez voir les petits aviateurs sur Instagram notamment. Ça vous permet d'imprimer vos propres photos sur des cadres en bois qui sont issus de forêts labellisées FSC et imprimés localement. Voilà, donc ils ont toute une technique. Ça remplace les cadres, donc ça, on a lu en plastique. Et par exemple, c'est un produit innovant sur leur marché. C'est un prêt à accrocher. Voilà, la question du prix est une vraie question et du seuil prix psychologique est une vraie question. En fait, c'est savoir si le marché cible est prêt à payer le prix qui permet à l'entreprise d'être rentable ou pas. Et aller en direct, c'est vrai que c'est une des solutions, mais c'est coûteux aussi d'aller en direct. Ça inclut des coûts. Mais bon exemple pour le coup, parce qu'ils ont pivoté oui, c'est ça. projet, donc c'est du bois des Landes, donc pas très proche ici. Et au départ, ça s'appelle les petits aviateurs parce que c'était que des pilotes de drones qui proposaient leurs photos et donc ils ont appelé ça les petits aviateurs et maintenant ils font tout type de photographes. Oui, c'est ça, une rectification oui. Et ce qu'ils font, c'est vraiment. C'est magnifique. Oui, oui, c'est surprenant parce qu'on imagine sur le bois qu'il y a un problème de rendu sur la photo et pas du tout. Je vous invite vraiment à aller les voir. On a un rendu, même les photographes, on a des photographes au campement, sont hyper satisfaits. Ils vendent dans la boutique de Yann Arthus Bertrand à Paris, qui a validé la qualité du rendu. Donc oui, ils sont allés vers une clientèle, ce qu'on appelle B2C, donc les ventes aux particuliers, justement parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient un problème de passer par un intermédiaire, un problème de marge. Et puis bon, ils sont aussi allés par là parce qu'il y a eu le Covid et que les entreprises n'allaient pas acheter forcément de la déco pour les boîtes. Et quand tu es revenu sur le sujet, ce qui est intéressant, c'est que chaque tableau est unique, chaque arbre est unique. Et donc on voit les rainures un petit peu, et c'est ce qui rend la chose aussi. Et vivante, Exactement. Alors déjà, juste question, est-ce qu'il y a des questions en ligne ou pas du tout? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour le moment ou je continue? Mais si vous avez des questions, ça fait un petit peu moins d'une heure qu'on échange. Mais ouais. Oui, madame, merci parce que vous avez présenté des démarches qui sont quand même assez claires par rapport à vos vécus et vous avez vraiment ouvert des signaux d'une approche qui est avec du carbone, avec des ressources. Est-ce que vous avez le sentiment par rapport à ce que vous vivez dans l'entrepreneur qu'on est en train de passer à une économie nouvelle et comment vous faites pour engager les parties prenantes justement dans vos valeurs et dans vos entreprises? Merci. Je peux répondre sur est-ce qu'on est en train de passer à une économie nouvelle. Il y a clairement. J'ai vu la différence entre quand j'ai monté la boîte et maintenant, ça fait que 19 mois. Maintenant, il n'y a plus une pub à la télé qui vous présente un aspect green ou engagé. Alors qu'il y a encore 19 mois, ce n'était pas du tout le sujet ou très peu. Donc les grands multinationales s'y mettent. Maintenant, il faut que le consommateur. Il arrive à faire la part des choses entre leurs artifices pour se nettoyer. Maintenant, Volkswagen fait des voitures green, neutres en carbone. On en est là. Alors, il y a encore 2 ans, c'était le Dieselgate. Donc, il faut que le consommateur ait un peu de mémoire et qu'il se rappelle qu'il y a des nouvelles boîtes qui sont vraiment engagées de A à Z. Et c'est là où il va falloir voir s'il y a vraiment un switch de la part des consommateurs et pas juste l'effet poisson rouge. On nous dit c'est facile d'acheter une bouteille d'Evian en plastique recyclé, certifié Bicorp si c'est du Volvic, et complètement oublier ce qu'il y a derrière. Et pas faire l'effort d'avoir une gourde, etc. Donc, je pense qu'il y aura 2 types de consommateurs. Après, nous, on engage les parties prenantes tous les jours, mais c'est le consommateur qui drive notre avenir. Nous, on est là pour offrir le produit qu'on pense le plus green. Et sur les parties prenantes, pour le coup, pour rebondir sur ce que monsieur disait, tu arrives à. Alors, tu parlais de maintenant les banques viennent à toi, mais est-ce que les autres, l'écosystème qui peut tourner autour de ta boîte, et même quand tu rencontres des gens, j'imagine,
est-ce que là aussi, ça peut être aussi bien des banques, mais plein de personnes différentes sont plus réceptives à ça? On imagine que oui, mais... Ouais, mais tout le monde, parce que nous, on les a sélectionnés aussi déjà engagés. Donc, c'était pas trop le sujet. On a sélectionné les plus green dans leur secteur. Donc, non, ça, nous, on les a, ils sont là. Bien sûr, le consommateur le demande, hein, et même les grands groupes, ils demandent un peu de green de plus en plus. Mais il va falloir que le consommateur il soit perspicace et critique dans tout ce qu'il voit. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, mais je vais peut-être répondre sur la partie prenante, justement, parce que ça nous a plus concerné. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas d'usine qui faisait ce genre de choses. Et on les a un peu embarqués avec nous dans l'histoire. Et ils ont très vite compris, en fait, ce qu'on voulait. Et maintenant, ce qui est marrant à voir, c'est que parfois, ils sont proactifs sur certains trucs. Là, par exemple, ça date d'un petit peu, mais l'usine m'a rappelé, m'a dit: Ah, on a trouvé pour mettre dans les chaussures, à la place du papier qu'ils mettent pour que la chaussure garde sa forme dans la boîte, on a trouvé des petits trucs en carton recyclé, donc on a dit qu'on allait mettre ça. Et ils ont compris ce qu'on voulait, ils font des efforts de leur côté. Et je vois bien, moi, que tout le secteur bouge. Là, il y a de plus en plus de fournisseurs de matières végétales pour mettre sur les chaussures. Il y en a, au début, quand j'ai commencé il y a 5 ans, il y en avait peut-être une. Maintenant, on en trouve, il y a du cactus, de l'ananas, le raisin, la pomme, les céréales, il y en a vraiment beaucoup. Il y a même au Portugal, je sais que maintenant, il y a des conférences sur comment faire des chaussures sans cuir, etc. Donc, on voit bien que même chez eux, chez les fabricants, en tout cas, c'est un sujet qui devient de plus en plus important parce qu'ils ont de plus en plus de demandes, parce qu'il y a de plus en plus de marques qui se mettent sur ce marché-là, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui réclament ça aussi. Donc ça, c'est bien. Et même, pas seulement sur les fournisseurs, mais nous, toutes les personnes avec qui on travaille, on essaye de les emmener un peu avec nous dans cette démarche un peu vertueuse. Et par exemple, l'entrepôt logistique avec lequel on travaille, quand on est arrivé, on leur a dit: Ah, du coup, nous, on aimerait bien des cartons recyclés et pas juste des cartons lambda et que vous les réutilisiez après, etc. Ils ont dit: Ah ouais, d'accord, c'est une bonne idée. Et ils ont mis des cartons recyclés pour tous leurs clients et plus pour nous. Donc c'est bien de voir aussi que même à ce niveau-là, on peut avoir un impact sur le fonctionnement global. Et toi, Céline, dans les toi? Ouais, moi, je dirais qu'il y a un mouvement, il y a évidemment un mouvement. Après, les raisons pour lesquelles les entreprises bougent sont diverses et variées, hein, entre les grosses multinationales et les entreprises dont on parle. Les motivations et les intentions derrière ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est sûr que globalement, j'essaie de répondre à votre première question, il y a un mouvement qui ne peut être que vertueux, même si les motivations le sont moins au début. Je pense qu'il y a souvent un débat, on l'avait à midi avec une entreprise, alors je ne me rappelle plus, on parlait d'une marque qui était partie chez Sephora. Voilà. Et il y a une marque engagée qui est chez Sephora. On va finir par mixer. Et la question, c'était: est-ce que c'est bien que cette marque-là, super engagée, soit vendue chez Sephora Et ça, c'est un débat un peu vieux comme le monde, qui était, au début, c'était les produits du commerce équitable, est-ce qu'ils devaient être dans la grande distribution? Et du coup, pour moi, parce que je suis un peu sur un sujet parallèle, mais en fait, tout changement est bon, toute question est bonne. Après, c'est d'être clair sur les intentions, les motivations et ce qu'il y a vraiment derrière de concret et éventuellement de greenwashing est encore plus important. Mais je trouve que tout débat sur ces sujets-là est bon à prendre, et tout évolution et pas en avant et discussion et échange et clarification est bon à prendre, et c'est ça qui fait bouger. Après, nous, on est un peu peut-être dans des microcosmes où quand à Darwin, on n'a que des entreprises engagées, donc on voit aussi on pense qu'il y a un grand mouvement, vous voyez, et en fait, peut-être pas tant que ça, je sais pas, mais et dans tous les cas, un peu comme tu l'évoquais, in fine, c'est les consommateurs qui va décider de ce qui va vivre ou pas, et de ce qui est bien ou pas, et à nous peut-être aussi d'informer aux entrepreneurs et aux écosystèmes, d'informer, de rendre visible, de faire la part des choses, en fait. Complètement. C'est intéressant cette parallèle avec les grosses entreprises, pour le coup. On voit par exemple Carrefour qui se lance à fond dans le bio. Est-ce que c'est que pour des valeurs ou c'est un gros point de vue économique? On peut se poser les questions, mais c'est intéressant. Et après, tant mieux que Sephora au final distribue. Au moins ça pose des bonnes questions. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand une grande marque lance quelque chose d'éco-responsable. Les gens ils disent
Non, mais de toute façon, ils font ça que pour l'argent. Mais finalement, est-ce que c'est important? Est-ce que Oui. l'important, c'est pas qu'ils le fassent, tout simplement? Oui. Si c'est vraiment bien. Hein, parce que C'est bien du fait, oui, c'est greenwashing, ça hein, que voilà. je veux dire par intention, oui. Non, oui, non, oui. mais il y a plein de... Si c'est fondé, en fait. Voilà, si c'est ça. Si c'est bien fait, finalement, c'est bien qu'ils le fassent. Même s'ils le font pour des Oui. raisons financières, c'est toujours mieux que ce qu'ils Oui. faisaient avant. Et au moins, les consommateurs peuvent avoir quelque chose de plus éco-responsable. Donc finalement, est-ce que c'est à critiquer? Même là, il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur tous les sujets, sur des choses écolo. Est-ce que les gens qui lancent ça, est-ce qu'ils sont vraiment écolos eux-mêmes ou c'est juste par ambition? Donc finalement, c'est bien qu'il y ait une nouvelle alternative. Et, Oui. voilà, quoi. Et dans tous les cas, il doit avoir une dimension financière derrière. Autrement, il n'y a pas de pérennité de quoi que ce soit. En Bien fait, sûr. des valeurs sans modèle économique pérenne, donc sans résultat financier positif. Exactement. C'est bien d'avoir de belles valeurs. Oui, ça vaut pas- derrière, oui. pas en gagner sa vie grâce à Oui, ça. C'est plus une entreprise. non, ce sont des belles idées et on est tous. Oui, c'est une asso. Oui, Pourquoi ce pas. sont des belles idées, on les partage et, Ouais. et- Mais justement, pour rebondir, toi, Mickaël, le fait d'aller chez Monoprix, comment est-ce que tu as réfléchi à tout ça pour faire le Moi, lien? j'ai tranché le sujet dès le début, c'est-à-dire que pour offrir j'ai pas de Monoprix, Oui. c'est pas la bonne école, Sephora c'est pas la bonne école, Carrefour c'est pas la bonne école. Si on regarde que le bio bobo Oui. chez les magasins de proximité en centre-ville hyper cher, on ne changera rien. Oui. Nous, plus on est vendu, plus on vient. Parce que le vin, on s'est posé la question, on est dans quel marché? Nous, on est dans un marché qui est flat, le marché du vin. Donc on n'est pas là pour aller grignoter, pousser la surconsommation. On vient remplacer un vin qui n'est pas green en rien. Donc plus on en remplace, plus c'est profitable pour la planète. Donc on n'a aucun a priori sur cette manière-là. Et pour le coup, en face, chez Monoprix, on avait des gens vraiment engagés, sensibles à la démarche, et avec quelque chose de sincère. Et c'est financier derrière, mais comme voilà, c'est pas une association, mais c'est parce qu'ils ont des consommateurs qui sont aussi investis derrière. Et en parallèle, ils ne nous ont pas saigné non plus sur les marges pour augmenter leurs finances. Donc voilà, tout est. Il faut se poser cette question de la croissance, là, on y revient. Nous, on est pas sur un marché en croissance, donc, à part le bio, mais ça reste petit. Donc voilà pour Monoprix. Et vous, justement, le fait d'être en grande distribution, j'imagine qu'en termes de croissance, enfin, c'est Ça peut croître. Après, on est dans plusieurs segments. On est en grande distribution, on est en petit caviste, mais chacun a sa marque dédiée. Donc tout le monde peut vivre. On ne vient pas concurrencer les marques des petits cavistes avec les marques de l'AGV. Donc voilà, mais en termes de croissance, oui, on a fait le pari de faire du volume pour baisser nos coûts parce qu'on avait des coûts supérieurs aux autres. Et tu parlais de la production au Portugal, c'est ça? Vous faites ça en France, en Europe, Tout est mis en bouteille à Bordeaux. tout est mis en bouteille alors. Ok, ça coûte. Tout est sur Bordeaux. Et tout ce qui est, ce que la mise en bouteille est ici, après le verre recyclé vient d'ici. Tout vient de local cognac. Il n'y a que les bouchons qui viennent du Portugal. Ouais. Parce que on se posait la question. Il y a très peu de liège français en France, mais là pareil, c'est un exemple que vous aurez en tant qu'entrepreneur ou au quotidien. Liège français, en termes de marketing, c'est top. Sauf que le liège doit aller au Portugal et revenir en France. Donc le bilan carbone est moins bien que le liège directement du Portugal. Donc on avait le choix de passer par le Portugal. Mais voilà, le consommateur, si j'avais du liège français, c'est génial. Sauf que derrière, c'est moins bien que du liège portugais. Même si le liège portugais, ça sonne moins bien. Ouais, ça dépend du niveau de transparence. Moi aussi, j'étais allée voir des usines en France. Et si on voulait, ils m'ont dit, ah, mais il n'y a pas de problème, on peut vous proposer les mêmes prix qu'au Portugal. Sauf que du coup, on fait la découpe et la couture en Inde, et puis on vient faire le montage en France, et vous pouvez mettre Made in France. Oui. J'étais là, mais autant tout faire au Portugal, Oui. du coup, c'est pas logique votre truc là. Et oui, mais pour les consommateurs, et c'est comme ça, j'ai compris que des fois, je vois du Made in France qui est vraiment pas cher. Je me dis, mais comment ils font? Comment ils font pour se faire une marge avec ces prix-là? En fait, j'ai compris après. Puisqu'ils font la dernière étape en France, tout le reste ailleurs, et ils retournent sur des prix qui sont intéressants. Mais moi, j'aurais jamais pu mettre Made in France en sachant qu'il y avait ça derrière. Enfin, il y a un moment, il faut qu'on puisse se regarder dans le miroir avant de dormir. C'est un peu entuber les clients, quoi, de faire ça. Je suis un peu limite quand même. Et alors justement, je pensais un peu faire un autre sujet, mais côté consommateur, comment on fait pour savoir, quand on a une étiquette Made in France, que derrière, c'est vrai Made in France? Il faut faire confiance. Honnêtement, je vois pas comment on peut demander, oui, des photos de la fabrication, de toutes les étapes, etc. Il y a de plus en plus de marques qui jouent sur la transparence et qui montrent ces étapes-là. Mais je pense que c'est facile aussi de montrer que ce qui nous intéresse. Hein. Bah oui, non, mais justement, et donc, une boîte qui va faire du greenwashing, en tant que consommateur, comment je sais que si elle fait une pub à la télé où tout est vert,
Il faut chercher, plus c'est transparent en général, moins il y a de doutes. S'il y a plein de photos, si c'est bien expliqué, si l'information elle est facile à trouver, déjà c'est des bons signes. Parce que moi j'en vois plein sur les matières végétales qu'on utilise, elles ne sont pas évidemment 100% végétales, ça peut pas être 100% de la... Enfin, sinon ce serait biodégradable. Enfin, je pense que les gens le savent. Nous on l'affiche clairement, dès qu'on va sur un produit, il y a un onglet composition, on regarde toutes les données. Je sais qu'il y a plein de marques qui ne le font pas. Ils mettent matière à base de pomme ou matière à base de raisin, etc. Il faut fouiller pour avoir la compo, si elle y est. Des fois, elle n'y est carrément pas. Et le pire, c'est que c'est même pas interdit. On n'est pas obligé de noter la composition pour les chaussures. Il suffit de mettre... c'est la petite étiquette qu'il y a sur toutes les chaussures où il y a extérieur avec le petit dessin pour le cuir ou c'est textile, sinon notre logo. Il suffit d'avoir ça, en fait. Ok. Sinon, il n'y a aucune obligation de donner les compositions au pourcentage près. J'en ai même vu qui mentaient sur les compositions. Comment ils font, quoi? Ils mettent 90% raisin. Je fais, mais non, mais la matière, je la connais, c'est pas du tout 90% raisin. Et là, je me dis, en fait, on peut facilement se faire avoir. Et je comprends, du coup, la méfiance des clients et le besoin qu'ils aient d'éléments de rassurance, parce que c'est compliqué de se retrouver là. On te dit que c'est bien, mais en fait, tu sais pas trop, parce qu'il y a tellement de marques qui mentent que c'est pas évident. Céline, tu voulais peut-être rebondir là-dessus? Non, mais ce que disait Marie sur le prix est une bonne indication. En fait, du Made in France à un prix assez bas, me paraît. Oui. C'est vrai, ça vous met une France très basse, c'est un peu louche. C'est un peu compliqué. Par exemple, sur du textile. Sur du textile, moi j'ai vécu la fin des ateliers de confection maille, en fait, où ils ont petit bateau à délocaliser la production. Et donc l'atelier avec lequel je travaillais a fermé, a licencié en un mois 60 personnes, moyenne d'âge 50 ans, 25 ans d'arrêt de machine. Donc c'était assez violent. Mais en fait, donc du coup, faire de la maille en France, par exemple, c'est difficile et très coûteux parce qu'il y a très peu d'ateliers. Donc, si on vend un produit en maille, par exemple, pour enfants, Made in France, c'est obligatoirement très cher. En fait. Donc, le prix est quand même une indication. Est-ce que vous avez une autre question? Quelqu'un a une autre question éventuellement? Oui, tout au fond. Du coup, là, on voit vraiment l'importance par rapport à ces questions-là de greenwashing et de comprendre justement qu'est-ce qu'on achète, c'est quoi les problématiques. Il y a eu plusieurs interventions en ce sens. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle de l'entreprise de former les consommateurs à comprendre, pas forcément à lire les étiquettes, mais à comprendre en fait c'est quoi les problèmes dans lesquels vous avez de faire une voiture neutre en carbone aussi. Du coup, est-ce que c'est possible, c'est vous le rôle de l'entreprise de former les citoyens à comprendre les sujets? Si c'est pas l'entreprise qui le fait, qui va le faire? C'est les entrepreneurs qui aujourd'hui qui permettent d'éclairer les consommateurs. Et nous, on a beaucoup de labels, mais tout simplement juste pour que le consommateur il n'ait pas trop de questions à se poser. Bon, ben voilà, Tigring, c'est sûr que c'est clean, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de débat. Donc, si je vois un packaging qui ressemble à Tigring, ça veut dire que c'est à peu près clean. Et on est copié aussi par beaucoup de boîtes sur notre packaging aujourd'hui. Donc, et on éduque les consommateurs. Pourquoi un packaging est plus green qu'un autre? On donne des conseils, même s'ils n'achètent pas du Tigring, c'est parce qu'on n'est pas présent. Voilà, acheter une bouteille plus légère, un bouchon en liège, une étiquette où il n'y a pas de dorure. Favoriser les vins bio ou les vins en agriculture raisonnée. On donne ces conseils souvent quand on parle aux consommateurs. Et voilà, Marie communique, tu vas voir, mais sur le vegan, sur le fait que voilà. Nous, on a beaucoup cette démarche de pédagogie un peu, déjà pour expliquer pourquoi on fait les choses. C'est important aussi que les clients comprennent pourquoi. Et après, on a sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup sur ces sujets-là. Pourquoi on ne fait pas de solde? Donc, du coup, c'est un peu plus large que juste ce qui nous concerne. Qu'est-ce que c'est le greenwashing? Qu'est-ce que c'est la mode éthique, etc. On a beaucoup de sujets comme ça qui reviennent parce que ça intéresse beaucoup les gens. Après, les entreprises ne sont pas les seules à le faire. Si on est un peu dans cette sphère-là, sur les réseaux sociaux, un peu écolo, il y a beaucoup d'influenceurs ou influenceuses qui s'attaquent à ces sujets-là aussi et qui font des articles de fond là-dessus, où c'est intéressant, mais tout le monde ne les suit pas. Nous, je sais qu'on a... Sur notre page, on a seulement 9% des gens qui sont véganes. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup.
Et donc et plus de la moitié ne sont même pas végétariens. Enfin, je dis même pas végétariens, mais bon, c'est juste des gens normaux. Et donc du coup, on a toute cette partie des gens qui nous suivent, qui sont pas trop sensibilisés à ces sujets-là en fait, et pour qui c'est important de leur faire découvrir là, parce que c'est peut-être pas ceux qui vont suivre le compte du blogueur engagé qui va partager ces infos-là. Et parfois, on nous a reproché de être, trop gentil, enfin, pas assez virulent, pas assez affirmer nos valeurs. Mais je leur ai répondu qu'en fait, ceux qui sont déjà convaincus et qui font déjà tout parfaitement, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de les convaincre encore plus, c'est juste de les autocongratuler en leur disant oui, c'est bien ce que vous faites. C'est plus important d'aller essayer d'aider tous ceux qui ne savent pas par où commencer et qui peuvent faire déjà un petit peu. Et donc nous, on a plus cette démarche-là et on a vexé quelques véganes purs et durs en ayant cette optique-là, en disant oui, c'est déjà bien de manger de la viande plus que 3 fois par semaine, plutôt que d'en manger à tous les repas. Et on a plutôt cette démarche pédagogique-là, quitte à se séparer un peu de la frange des plus extrêmes qui ne supportent pas qu'on puisse dire à quelqu'un que c'est déjà bien de faire des efforts, en fait. Alors que, en fait, et ils pensent que, effectivement, ils disent ah oui, mais à chaque fois que vous dites ça, il y a un animal qui meurt. Oui, peut-être, mais finalement, si c'est contre-productif et que les gens n'arrêtent jamais, autant prendre la solution où il y a une possibilité qu'ils aillent dans le droit chemin. Enfin, dans le droit chemin. Après, qui dit entreprise engagée dit propos clivant obligatoirement. Oui, c'est ça. En fait, on ne peut pas être extrême parce que sinon, les véganes, il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être 1% en France. Donc, si on doit se contenter que 1% des gens, qui souvent sont des gens quand même assez, avec des valeurs assez fortes, et d'un autre côté, il faut quand même qu'on fasse attention parce que le moindre truc peut être mal vu. Je me souviens d'un truc tout bête, mais on met des cartes avec des illustrations d'animaux dans tous les colis. Et il y en avait une, c'était 2 petits lamas et ils avaient une petite couverture colorée. Et il y en a qui nous ont reproché en disant non, mais le pauvre lama, c'est comme si on allait lui faire porter des trucs ou lui monter dessus parce qu'il a une couverture, c'est pas du tout vegan, pourquoi vous avez fait ça? Là, je leur ai répondu, c'est des gros c'est ce que j'ai répondu. Mais oui, mais ils ont froid l'hiver, la nuit. Mais il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses et des fois, il y a des choses qui passent pas et on est là, mais franchement, c'est dur hein, de rien faire pour vexer la partie la plus extrême en fait des gens et sans pour autant braquer ceux qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces sujets. C'est un ton qui est assez difficile à trouver. Ouais. Oui, il y a peut-être des sujets sur lesquels c'est plus sensible. Il y a des sujets sur lesquels on va plus. C'est ça. Genre, faut-il être vegan, on ne fera jamais. Peut-être des entreprises. Moi, quand j'avais ma marque de vêtements, on me demandait si le coton était. J'étais très, très frustrée parce que comme ça, je suis très un peu à chercher loin les solutions et on me demandait si le coton venait de France, en fait, était cultivé en France. Et il y a des gens qui avaient des discours très, très agressifs sur le sujet, alors que bon, je considérais que je faisais ce que je pouvais avec aussi les moyens dont je disposais. Et je trouvais ça assez surprenant. Ça a peut-être changé ces dernières années, mais j'avais l'impression que quand on s'engageait sur des valeurs, on était très, très attendu. Et je rejoins, c'est normal que les consommateurs demandent précisément des comptes, entre guillemets. Mais des fois, la manière dont c'était amené ou dont c'est amené, il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup parce qu'on est quand même dans des démarches d'amélioration continue, hein, même si dès le départ, comme vous posez des bases qui sont aussi très solides et très ancrées, il y a quand même une idée d'amélioration continue et de solutions qui émergent et qui sont de plus en plus pertinentes, intéressantes, utiles. Et du coup, je trouvais ça toujours très difficile, très exposant personnellement. Des questions agressives en fait. Mais malheureusement, ça n'a pas changé. Et oui, ça n'a pas changé. Mais oui, je regardais pour savoir si. Et plus on fait, plus on est engagé, plus les gens vont être exigeants et intransigeants et aller chercher la petite bête, alors que on fait comme on peut et parfois on est limité par les innovations, les possibilités, le prix, etc. Et c'est les mêmes qui après vont saluer la collection éco-conscieuse de chez H&M parce que c'est bien que les grosses marques. En fait, il y a une différence de traitement entre les marques qui se revendiquent éthiques et les autres parce qu'on va être attendu au tournant en fait. Et, donc c'est important d'avoir un discours, d'être prêt à avoir un discours qui quand même... et d'avoir des réponses. Et moi après on m'a dit mais vous avez réponse à tout. Je dis mais heureusement que je sais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là parce que sinon on sait qu'il y a quelque part quand même si j'arrive pas à vous dire pourquoi. Donc il y a toujours, mais ça je pense c'est le côté réseaux sociaux aussi un peu qui fait que les gens sont parfois hyper agressifs et ils se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un derrière et que déjà on parle pas comme ça aux gens. Mais il y a ce côté-là aussi qui est difficile et des gens de plus en plus exigeants sur tous les points, quoi. Et qui ne se rendent pas compte non plus de ce qu'ils demandent, parce que
Si on leur faisait par exemple la paire de chaussures idéale, ça serait une paire de chaussures qui coûte 20 euros, qui est faite en France, Oui. avec des matériaux 100% végétaux Oui. et qui dure 50 ans. Oui, Là, je vois Ouais. Alors, Marie, Malheureusement, il faut que... Bah, j'aimerais bien, mais on n'y est pas encore. oui, donc il faut être prêt quand on s'engage C'est dans ça. cette voie Mm. à gérer aussi peut-être avoir des prises de position auxquelles il faut. Et le prix est souvent, Oui. souvent un frein. Et le prix, oui. Le prix est souvent un frein. On me dit, bah oui, c'est trop cher. Je fais, bah oui, je sais. Oui. Je sais, mais en même Oui. temps, qu'est-ce qu'on coupe? Alors, on coupe la production, donc on délocalise, Oui. c'est plus fait près de chez nous, on coupe les matières, on met des trucs soit pas écologiques, soit pas résistants. Oui. Il y a un moment, on peut pas... Oui, il y a beaucoup d'éducation pour répondre à la question. Hein. Du coup, la réponse est aussi là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, je pense, et même si on informe beaucoup, on a ce genre de réaction que moi j'avais aussi. Mais effectivement, je pense que les entreprises ont un devoir d'information parce qu'il y a qu'elles qui connaissent le mieux leur marché et les enjeux. Est-ce que vous avez quelqu'un une autre question éventuellement? Ouais. Non, c'est toujours un petit peu sur le même sujet, justement par rapport à l'environnement et comment différencier du vert, du domaine en vert. Par exemple, on pourrait imaginer que la RSE, c'est une sorte de premier pas, et tout à l'heure vous parliez de label du corps, qui est déjà quelque chose de beaucoup plus contraignant. Comment vous voyez le futur en tant qu'entrepreneur pour différencier si on considère que toutes les entreprises vont être green, en tout cas une communication en ce sens, pour justement les consommateurs puissent s'y retrouver? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un super label? En fait, comment vous voyez le futur par rapport à comment vous projetez les 5 Je pense que ça va être réglementé. On avait une formation ce matin, mais alors je n'ai pas approfondi le sujet, où on parlait avec quelqu'un qui travaille dans la pub, il disait il va y avoir une réglementation sur le sujet. Il va sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire, avérer ou pas. Avec une France, il Oui. suffit d'assembler en France. Oui, mais oui. Il y aura toujours des trous, des failles. Oui. Il y a toujours. Ouais. Il y a Mais il faudrait que ce toujours des soit truands, réglementé. sinon, Je tu vas pas connais le la faire. proposition, Oui. la moindre des choses en fait. Parce que là, même sur les vêtements, par exemple, on n'est pas obligé de noter sur le site internet le lieu de production. C'est obligé d'être sur l'étiquette du vêtement. Mais par contre, quand on achète sur internet, c'est pas obligé qu'on l'écrive sur le site internet. Et c'est le genre de choses qui devrait être absolument obligatoire en fait. Parce qu'en plus, par exemple, on achète un vêtement, c'est écrit, alors comme ils font beaucoup, marque française, etc. Bon, ok, c'est une marque française, donc tout le monde pense que c'est fait en France, mais en fait pas du tout. Et on reçoit le vêtement, c'est fait made in China, bah, il y en a plein de beaucoup qui renvoient. Donc ça fait en plus un impact écologique en plus d'envoyer le colis, de le renvoyer, etc. Ce qui aurait pu être évité en marquant la vérité juste sur le site. Et il y a encore plein de mentions qui ne sont pas obligatoires sur les sites internet. Comme c'est bête, mais la composition détaillée des chaussures, elle n'est pas obligatoire. Et c'est pour moi la base d'avoir ces informations-là. Et il y a un moment, avec tous les abus qu'il y a, ils vont finir par mettre une réglementation. Est-ce qu'elle sera respectée ou non? Après, c'est un autre problème. Mais La réglementation, Oui, il y aura toujours des je suis problèmes. jamais. après, avoir une entreprise éthique et écologique ne suffit pas. Parce que maintenant, je vois bien tous les projets qui se lancent, ils ont cette dimension-là parce que ça ne marche pas sans ça. On ne peut pas maintenant lancer un projet qui n'est pas écolo parce que tout le monde le fait et ça serait le premier reproche. Donc il faut avoir aussi, si on veut durer en tant qu'entreprise, il faut avoir quelque chose en plus de cet engagement écolo. Nous, par exemple, on essaye de se démarcher par le style des modèles, la qualité, la communication qui est un peu sympa, etc. Mais il faut avoir un truc en plus qui plaît aux gens, qui permet de les fidéliser, etc. Parce que y a beaucoup de gens qui ne feront pas d'efforts et qui ne feront pas de compromis entre deux produits strictement identiques, même prix, même qualité, même design. Il y en a un qui est écolo et l'autre non. Forcément, ils vont aller sur le produit écolo. Mais s'il y a des concessions à faire sur le style, sur le prix, si c'est beaucoup plus cher, sur la qualité, si c'est beaucoup moins bien, ils vont se contenter de la version classique. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas perdre les autres facteurs qui font qu'une marque réussit. Le facteur écolo ne suffit plus en fait. Et sur les 5-10 ans, je rebondis sur ce que tu disais, vous imaginez ça comment? Est-ce que dans ce que vous voyez, ça évolue déjà, la réglementation que vous ne calcule pas, mais est-ce que c'est en train de, quand même de s'accélérer ou pas Moi, je crois que les labels s'accélèrent beaucoup. Il y en a beaucoup des labels, Ouais. c'est la difficulté. Oui, c'est ça. Mais on voit, je pense que je ne sais pas où ça va du tout aller. Enfin, personne n'a de boule de cristal, donc c'est difficile de savoir. Mais je pense que la réponse, par exemple, Bicorp, le label dont on a parlé, prend beaucoup, se développe beaucoup. Alors, c'est pas la réponse à tout.
Parce qu'ils viennent de labelliser Volvic. Donc... Oui, c'est voilà, c'est pour ça que je dis ça. Moi, sans fond. Donc c'est pas la réponse à tout, mais je pense que ça montre que l'essor des labels, c'est une des voies qui permet, après charge à chacun de voir ce qu'il y a derrière les Derrière le labels. label. Il y a de plus en plus, alors pour l'agroalimentaire, il y a Yuka, mais je ne sais pas si ça concerne le vin par exemple, il y a de Non, plus en pas plus l'alcool, d'applications comme ça. Nous, pour la mode, il y a Clear Fashion par exemple. Oui. C'est le genre d'application et d'initiative qui se développe qui, en fonction de critères objectifs, par exemple, la marque utilise du chrome ou non, ou alors elle peut fabriquer à X kilomètres de ses bureaux, enfin des choses comme ça. Sur des critères objectifs, donne une note en fait sur, il y a le critère environnement, le critère humain, le critère santé, je crois qu'il y en a. Il y a le critère animal aussi. Et ça permet aux gens d'y voir un peu plus clair, sachant qu'il y a certaines marques qui ne participent pas, ce qui est en général à tort, parce qu'ils se finissent avec des zéros partout. Mais en tout cas, nous, je sais qu'on a été contactés, les questionnaires sont vraiment assez poussés à remplir, c'est assez long, il y a beaucoup de questions. Donc si on le fait sérieusement en tant que marque, ça peut donner une vision globale sur un truc, Non, c'est le nom de la... Clear Fashion, ça s'appelle. Clear Fashion, ouais, Clear Fashion, ouais. Clear Fashion, Et par contre, c'est que pour la mode. Ça commence à être assez bien référencé. Il commence à y avoir pas mal de marques dessus. Donc voilà. Et c'est écrit si la marque a participé ou pas. Par exemple, si vous allez sur Minu sur Terre, ça va être écrit ah oui, la marque a participé. Ça veut dire qu'on a donné des informations en plus de ce qu'ils ont pu trouver sur le site internet, par exemple. Et là, nous, on vient de remplir un truc pour Zei, qui est un peu le même style, qui demande tous nos certificats, tous nos labels et qui recrute toutes les boîtes et qui va donner des indications si la marque est vraiment green en scannant le produit, etc. Donc il y aura du Yuka, pas que sur l'alimentaire, mais un peu sur tout. C'est peut-être par ça que ça va passer, hein, parce que les labels, on voit bien le Nutri-Score aujourd'hui, c'est voilà, des chiffres qui passent à B et il y a des trucs voilà, qui sont. L'État n'est pas cohérent pour ce genre de choses parce qu'il y a trop de lobbies derrière. Donc ce sera des boîtes privées qui seront vraiment engagées. L'État il est mouillé dans trop d'affaires. Mais c'est vrai que les lobbies, c'est un autre sujet. Nous, on est un peu embêtés. En fait, on n'a pas le droit de dire que. On a le droit de faire aucune comparaison avec le cuir. On ne peut pas dire, par exemple, nos produits émettent moins de CO2 que le cuir. On ne peut pas. C'est interdit, on se fait taper dessus après derrière. Donc il y a aussi. Alors je ne sais pas, c'est dans le vin. Le Yuka, il se fait attaquer Yuka, par le lobby ils de se la sont charcuterie fait- parce qu'il ne notait pas bien la charcuterie. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Par exemple, le modèle que vous avez indiqué, c'est ZEI. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez sur les notations de la compétition, est-ce qu'une solution, pas une solution miracle, mais est-ce que finalement, c'est pas un compte carbone de chaque produit, c'est une manière de dire déjà par rapport à. Ça, l'État le lance, hein, il lance l'éco-score, je crois, c'est bien ça, ouais. L'éco-score, l'État le lance, mais le carbone, c'est la face immergée de l'iceberg, quoi. Derrière, il y a tout. Aujourd'hui, c'est pas compliqué d'être neutre en carbone. Tu fais faire la compensation, mais il y a compensation et compensation. Nous, on plante 2 hectares à 7 millions en local avec un propriétaire qui va garder la forêt pendant 40 ans. J'avais des offres pour acheter des tonnes de carbone en Inde. Je pense que ça aurait servi à rien. J'ai acheté des fours dans les villages. Donc voilà, c'est plus un ensemble en fait de labels pour aller chercher, plus que juste un engagement. Ah ouais, on a une bouteille recyclée, ou on fait ci, ou on fait ça. C'est une globalité de société vraiment engagée qui fait 100 sur 360. C'est plus ça qu'il faut en tant que consommateur aller chercher. Et que des boîtes comme Yuka vont venir checker, etc. Puis on n'en a pas du tout parlé, mais il y a toute la partie aussi fonctionnement interne de la société. En termes d'éthique, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu tout un scandale avec Balance ta Startup ces derniers mois. Des entreprises qui se sont fait afficher à cause de mauvais traitements aux salariés. Pour moi aussi, c'est important que l'éthique, elle ne s'applique pas juste en façade pour les consommateurs parce que le produit il est fait avec éthique, mais aussi pour les gens qui travaillent dans la société. C'est important qu'il y ait pas que une bonne ambiance, mais des bonnes conditions de travail, pas de stress, pas d'humiliation, pas de la base, quoi. Mais moi je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas dans certaines entreprises et que c'était horrible, en fait. Et donc ça, pour moi, c'était un peu normal, mais apparemment pas partout. Et c'est aussi un des critères qui est difficilement vérifiable par un client. Quand on va dans n'importe quelle boutique, comment savoir si les employés sont bien traités, entre guillemets, c'est compliqué.
Mais ça fera peut-être partie des... Il y a des sites de notation d'entreprises, Glassdoor ou des choses comme ça, je pense qu'on peut noter chez qui on travaille, mais je pense que c'est surtout les très grosses entreprises qui sont concernées. Moi, je pense pas qu'on y soit dessus. Je suis le puis d'aller là. Est-ce que quelqu'un a une autre question éventuellement? Ouais. Merci. Et alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est que l'entreprise économique est plus chère. Il y a des consommateurs qui ne sont pas électriques. Du coup, j'ai l'impression que ça concerne les cibles particulières de la population. Et du coup, j'ai une question. Tout on sait qu'il existe un groupe de charges de météo, de France, accessible à un peu plus de 78% de la part de marché de vin, avec ça va avec la utilisation de la résidence à la propriété Moi, je pense que c'est un peu utopique parce que si on baisse les prix, il y a forcément quelqu'un dans la chaîne de production qui va être lésé quelque part, que ce soit au niveau de la fabrication de la matière ou de la fabrication tout court. Et que ça va surtout passer par un changement des modes de consommation et de moins consommer et mieux consommer. On en parle souvent, mais c'est vrai que je vois pas. Il pourrait y avoir, à force de développement, une baisse des prix, mais elle sera jamais radicale. C'est ce que je disais, sur une paire de chaussures que on fait des baskets à 120 € par exemple, on pourrait peut-être gagner 5 €. Et ça serait beaucoup pour, en baisse. Mais ça changerait rien pour quasiment rien pour le consommateur final. Donc je pense que c'est surtout apprendre à consommer différemment et arrêter de surconsommer sans arrêt. Il y a aussi tout le marché de la seconde main qui peut être intéressant. On n'a pas du tout parlé, mais nous, on revend nos prototypes, les paires qu'on servit pour les shootings, les modèles d'occasion des clientes, on les revend sur une plateforme à part. Ça permet d'avoir des prix un peu moins élevés pour des produits qui parfois sont quasiment neufs et qui ont juste été portés 5 minutes pendant un shooting. Ça, je pense que si c'est vraiment, ça se développe déjà beaucoup. Peut-être un peu trop. Il y a maintenant de la surconsommation de la seconde main. C'est un autre problème, mais encore une fois, il va falloir qu'on arrive à se réguler en tant que consommateur. C'est surtout ça, en fait, je pense. On rentre dans le sujet de la décroissance. Voilà. Mais c'est vrai que oui, là on parle de modèle économique. Enfin, moi, je suis totalement d'accord. On ne peut pas juste se poser la question de la consommation et du prix ou c'est une manière de consommer moins qui est un vrai sujet pour moi. Enfin, ça c'est très personnel. Et juste moi, pour répondre sur la partie 20, c'est que 10% parce qu'on ne peut pas faire plus aujourd'hui. Les agriculteurs sont en train de se passer au bio, mais ça prend du temps. Nous, on a fait ce choix-là, c'est d'aller voir le plus grand nombre. Aujourd'hui, on est présent chez Carrefour, chez Monoprix, chez BNB, à 6,95 pour une bouteille de vin bio 100% green. On est en face de bouteilles qui ne sont pas green. Voilà. On est en dessous de 10 €. Donc, on s'adresse au plus grand nombre et c'est là où on a une vraie solution. Et après, de toute façon, il y a des gens qui s'en fichent et ils continueront de balancer leur McDo par la fenêtre de leur voiture. Ceux-là, ils sont perdus. J'espère qu'ils auront les pieds dans l'eau quand ça montera. Mais voilà. Mais par contre, voilà, nous, on vise un marché du plus grand nombre et c'est aussi pour ça qu'on n'a aucune animosité de bosser avec Monoprix et Carrefour. Ça reste au plus grand nombre. Oui. Oui, madame, ouais. Moi, je trouve que l'histoire de Pardon, excusez-moi, vous pouvez enlever votre main une seconde parce qu'en fait je comprends. Mais c'est moi. Moi, je suis justement dans énormément de vues, je ne suis pas du délire, je ne sais jamais. Est-ce qu'il y a des entreprises, moi je trouve qu'il y a plein de nouvelles entreprises qui ont créé des nouveaux produits. Est-ce qu'il existe, comme ça on a envoyé des gens qui réfléchissent à créer des concepts qui font baisser la consommation de tout ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de solutions. Et moi je ne sais pas mais est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à des entreprises qui La seconde main, c'est ce Il y a eu Give aussi, oui. pas mal. Ah, Give, oui, c'est vrai. Merci. Oui, il y a Give.
Vive. Vive, C'est une- Oui, oui. ouais, c'est pas, c'était surtout qui était dans le site. Oui, c'est ça, c'est le bon coin gratuit en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le bon point. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Oui. Donc voilà, c'était les flux dans ce moment, les choses que vous voyez. Alors, les projets qu'on accompagne sont plutôt des projets de services, de produits, mais c'est une réflexion qui est plutôt une réflexion au niveau de Darwin que de la pépinière, en fait. C'est la vraie réflexion. Mais je pense que c'est une bonne réflexion. Mais enfin, on accompagne quand même les modèles économiques des entreprises. Donc, le modèle économique autour de cette réflexion-là, il est à part Give, qui est une plateforme de dons, qui en soi, voilà, un modèle économique qui est basé sur la publicité, hein, en fait. Hein, Ouais. C'est ça, il y a une notion de produit, c'est-à-dire qu'on a besoin de chaussures, par exemple, et on a moins besoin d'un cadre. Ok. Et est-ce que vous avez cette logique, cette restriction Non. dans vos choix? Oui, pas au niveau de la pépinière. On n'est pas. Non, pas. Alors. L'accompagnement, non. C'est pas votre choix principal. Alors, dans tous les cas, on respecte le choix des entrepreneurs. Hein. C'est surtout les entrepreneurs qui décident de la manière dont ils abordent leur marché, les messages qui passent, les valeurs qu'ils portent. Donc, c'est sûr. Après, on n'a pas pour vocation, voilà, à réfléchir à ce sujet-là, de cette matière-là, de façon globale. Certains, peut-être, projets le portent plus spécifiquement. Je fais le scan de tous les projets qu'on accompagne. Est-ce qu'il y a des projets où vraiment spécifiquement on se pose cette question de cette manière-là? Si on se projette sur des idées de consommation plus durables, par exemple les cadres en bois, on réfléchit à comment les réutiliser, comment les reponcer, puisqu'ils se poncent en fait, et les réutiliser pour d'autres supports. Alors typiquement, on a réfléchi au début à leur arrivée à ce type de réutilisation, donc sur des produits à la réutilisation. Mais oui, on n'y réfléchit pas spécifiquement dans un cadre de décroissance de la... oui, si par exemple on a des projets de vélo, de trajet, un grand sujet, c'est le trajet domicile-travail. Donc on réfléchit au partage de vélo plus qu'à l'usage, au fait d'avoir une personne un vélo par exemple. Donc on va réfléchir à comment on crée des flottes de vélos accessibles à plusieurs personnes en fonction des besoins spécifiques de chacun. Et on va se partager par exemple un vélo. Voilà, donc, Pardon, vas-y, non, je cherche des exemples. Ouais, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est plutôt des boîtes qui vont se créer pour arriver sur un marché et remplacer quelque chose de déjà existant. Alors, si c'est de la création, oui, mais c'est pour remplacer et via quelque chose de plus vertueux. Je pense qu'il y a Wigo Greener, qui est un site internet où il propose des hébergements éco-responsables en France. Bah, si ça peut, c'est nouveau, mais si ça peut remplacer Airbnb, bah, tant mieux. C'est une boîte française, c'est des logements éco-responsables. Je pense à eux, on the bright side. Oui, ils se focalisent si on reste sur Wigo Greener, ils se focalisent sur un marché français, enfin les tourismes local en fait, sur un marché français. Donc ils n'auront pas nécessairement ouvert leur activité à des hébergements qui sont en dehors de la France. En fait, c'est la réponse à votre question se trouve dans chaque projet, puisque chaque projet va avoir une façon d'adresser l'entrée sur leur marché et la façon dont les consommateurs, la relation qu'ils vont avoir au produit. Est-ce qu'ils vont en consommer moins? Est-ce qu'ils vont voyager plus localement ou moins? Bon, en ce moment, la question se pose de façon très particulière, mais ils vont venir interroger quand même leur cible sur est-ce qu'il vaut mieux aller, est-ce qu'il n'y a pas de belles régions à découvrir dans des lieux éco-responsables, où l'habitat est éco-responsable, on peut faire un tourisme plus durable que d'aller bêtement à l'autre bout du monde pour un voyage dans un hôtel qui n'a aucun sens. Donc en fait, je pense que la réponse à votre question est vraiment dans le modèle, la nature de chaque projet et comment il vient un peu redessiner la relation que la personne ou que les personnes ont avec ces produits-là. En fait, je pense que c'est un peu une partie de la réponse est là-dedans, mais c'est une vraie question de fond. Mais c'est un peu ce que Marie fait quand elle dit, nous on a une plateforme de seconde main en fait. C'est de dire, on n'est pas obligé d'acheter des chaussures neuves, mais il y a aussi l'idée de... Enfin, j'imagine que c'est la façon de répondre à ce sujet-là. Ouais.
Oui, oui, mais le sujet est important, mais c'est l'éducation aussi. À consommer pareil, oui. Mais ça, c'est limite plus une problématique au niveau des consommateurs. De cible, oui, j'allais dire de cible. Par exemple, nous, on va essayer de ne pas encourager la surconsommation. On essaie de faire des petites quantités. Si on n'a plus, on fait des précommandes. Comme ça, les gens qui veulent, ils commandent. On ne va pas essayer de faire de surstock et ensuite, une fois qu'on a plein de stock, sortir les rames en disant allez-y, achetez. Ça fait partie aussi du client. Certes, il ne faut pas le tenter. On ne va pas sortir des nouvelles collections toutes les semaines. Ça fait partie aussi du fonctionnement de l'entreprise. Si on sort des nouveautés toutes les semaines, les gens ils vont acheter un modèle, ils vont dire ah mais finalement celui-là il me plaît plus, donc j'achète aussi, etc. C'est aussi une façon de présenter les choses qui fait qu'on ne va pas justement inciter à la consommation forcenée, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus un raisonnement personnel, je dirais, bon ben voilà, j'achète si j'ai envie, c'est pas si j'ai envie, mais pardon, mais si j'ai besoin, c'est au consommateur de se le dire, c'est pas toujours la faute des marques si les gens achètent en fait. C'est ça mon point, c'est que nous on fait des chaussures parce qu'effectivement il faut que... Si c'est sous la décoration, si on se met dans la décoration, ça veut dire qu'on est dans une évolution, ça veut dire qu'on reste dans cette idée. Après, je ne vais pas faire tout un débat là-dessus. Oui. Mais par exemple, sur le vêtement, vous avez quand j'avais ma marque de vêtements, la question, vous savez, vous avez un vêtement pour un mois, 3 mois, 6 mois, on n'en finit plus quoi, de produire. Et du coup, on se posait la question sur comment faire un vêtement plus durable, en fait, plus en fonction des tailles, comment on peut concevoir le vêtement pour qu'il ne soit pas porté pendant une petite période ou qu'il soit Petit Pot, la marque Petit Pot, c'est une amie Caroline, elle conçoit des vêtements par exemple réversibles qui sont utilisés plus longtemps, ou elle incite au fait qu'ils soient passés entre frères et sœurs, cousins, cousins, cousines ou amis. Il y a quand même des réflexions, mais qui sont à nouveau liées à mon avis, à chaque produit sur la manière dont on adresse la consommation ou la surconsommation. De toute façon, il y a encore un marché tellement grand de surconsommation. Les petites boîtes arrivent, donc déjà, remplacer tout ça à part ces boîtes-là, ça serait pas mal. Et après, pareil, des croissances. Mais ça, on pourrait faire quelques conférences là-dessus, quelques tables rondes là-dessus. Oui, c'est vrai. À quel moment il y a un objet qui est utile et un autre qui ne l'est pas, ça doit dépendre aussi des gens. Il y en a peut-être qui peuvent se dire ah, putain, pardon, je vais dire gros mot. Je peux pas me passer de déco chez moi, sinon je me sens hyper mal. Bon, est-ce que pour autant on peut lui taper dessus? Je sais pas. On peut plutôt l'inciter à choisir la marque qui fait ça. Après, pareil, on pourrait dire non, mais ça suffit, vous n'avez pas besoin de boire du vin, enfin, arrêtez d'acheter du vin. Enfin, ça dépend vraiment de la. C'est pas le moment. Non, mais là, c'est un débat plus profond. C'est pour moi l'espèce humaine, intrinsèquement, l'instinct de survie pousse à la croissance, pousse au confort. Et voilà, le cadre vaut mieux qu'aujourd'hui. La nouvelle génération qui arrive est en train d'avoir besoin de moins de choses pour être heureux. On n'est plus dans l'achat plaisir, c'est fini ça. Mais on est en milieu de génération, plus besoin d'avoir sa voiture pour exister. Mais il y a toujours besoin d'un confort minimum. Et ce confort minimum, s'il peut être apporté par des marques les plus green possibles, aujourd'hui ça fait du bien. Et peut-être la génération qui arrivera derrière, elle verra le confort par une paire de sandales pour un an. Et voilà, mais on n'y est pas et ça va mettre quelques temps avant d'arriver. Et puis quand on aura des énormes problèmes climatiques, les gens, on sera comme le Covid, on ne s'imaginait pas porter un masque dans la rue ou s'enfermer 2 mois chez soi, c'était impossible. Face à l'instinct de survie qu'éveillera la surconsommation chez les gens, ils changeront encore plus de façon de consommer, mais là on n'y est pas encore. Est-ce que quelqu'un a une autre question éventuellement? C'est bon. Oui. Je vais faire la course, on ne détendait pas, parce que pas tellement de questions. Je vais revenir à ce que vous avez dit jusqu'à présent, sur la partie de monter en conscience. En fait, finalement, c'est une forme de monter en conscience de luxe. Et je pense que sur l'aspect éthique, vous l'avez résumé, dans le sens que Michael, tout à l'heure, vous avez parlé qu'à un moment, les yeux qui arrêtent d'être annoncés par tout un tas de marketing et finalement, ils sont en là-dessus, ils sont tout ça, mais bon, voilà, vous bien vu ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette prise de conscience. Et vous disiez aussi, mesdames, sur la partie, finalement, il vaut mieux les petits pas et plutôt chercher à faire des pas de géants. Et j'aime bien l'idée aussi de
de ne pas proposer des choses, de ne pas tomber dans cette dualité, parce que finalement, en fait, c'est ce qu'on est nous, et on en est arrivé là, parce qu'on est complètement cloisonné, déconnecté de la nature, etc. Donc ça, c'est une réalité. Je suis convaincu que c'est le bon chemin. Après, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'y est pas. La question, effectivement, on voit bien que la consommation et les modes de consommation, ils évoluent. S'il y a une incitation financière derrière, on a vu ce qui s'est passé sur les énergies renouvelables, comment ça a commencé à basculer. Donc après, effectivement, c'est la question, je n'ai pas la réponse de savoir si effectivement l'incitation financière est nécessaire pour passer à notre mode de conscience, enfin, notre mode de consommation, et finalement, c'est l'évolution des consciences qui va faire le chemin. Ou un peu des deux. Un Ou un peu des deux, deux. parce qu'il y aura toujours des gens Ou un qui peu n'ont des pas deux. les moyens. Oui, c'est ça. Ou un peu des deux. Une TVA réduite sur les produits écologiques, Oui, c'est pas mal. par exemple. On aimerait bien, parce que nous, ça nous permettrait de baisser les prix sans aucun Bien impact, sûr. en fait. Ouais. Ça serait pas mal, parce que 20%, enfin, je ne sais pas c'est combien sur l'alcool, mais nous, c'est 20%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, C'est 20% énorme. de Oui, non, de mais TVA. pareil pour tout le monde. Mm. Mais, non, mais il n'y a pas que le financier, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et on a vu avec le Covid est un bel exemple que l'espèce humaine peut s'adapter très vite et très fort. Au Canada, ils ont eu 49 la semaine dernière. Voilà, le débat avec le changement climatique, on l'avait encore il y a un an avec certaines personnes. Oui, la planète s'est réchauffée, mais jamais en 50 ans. Donc, je prends l'espèce humaine à son incidence sur la vie. Les changements arriveront. Le financier, ça dure 15 ans de toute façon. Et le financier, si l'État nous donne un endroit, il faut qu'il nous reprenne ailleurs, donc ça va pas en moitié. Oui. Mais dans tous les cas, toutes ces initiatives sont des supports de discussion aussi. On le voit bien, c'est quand on parle de déco, ben vous dites, oui, mais enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je trouve que toutes ces initiatives, alors aujourd'hui portées par vous et par les entreprises que j'accompagne, sont l'occasion de se poser des questions sur comment on peut faire mieux, différemment. Et il n'y a pas il y a la meilleure réponse qu'on puisse apporter là, aujourd'hui, avec ce que vous proposez, mais qui évoluera demain. Et elles sont dans tous les cas toujours sujets à faire avancer la société dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on discute par exemple aujourd'hui, et je trouve ça en soi très intéressant. En fait, ce n'est pas une finalité, en fait. C'est vraiment pour moi des supports d'interrogation sur ce qu'on veut en termes de société et ce à quoi on aspire et ce qu'on veut tous, et aussi en termes d'innovation, parce qu'il y a une dimension innovante que tu as évoqué quand tu as dit dans tes produits au début. Je trouve ça assez stimulant aussi qu'on puisse être dans une société où des entrepreneurs individuels quittent leur emploi pour se dire, moi j'ai envie de changer, contribuer à changer le monde, et qui arrivent à le faire quand même de façon assez significative. Tu l'as bien illustré en disant, maintenant nos fournisseurs, ils bougent, et toi aussi tu dis, ils bougent, et je trouve ça hyper stimulant quand même. En fait, hyper intéressant de pouvoir se dire que quelqu'un choisit de se saisir d'un sujet et d'en faire un débat, en fait, et une ouverture vers de nouvelles perspectives, alors qui certes ne sont pas des finalités en soi, mais qui vont continuer à alimenter ce débat-là. Complètement. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de respect pour les personnes que j'accompagne. Je vais vous poser une dernière question, si ça vous va. On arrive tranquillement à faire cet échange. Quel conseil vous auriez à donner pour quelqu'un qui a potentiellement envie de lancer son entreprise à mission, son entreprise électrique? Voilà, si je Lancez-vous. Lancez-vous. Et allez-y, oui, prenez un sujet qui vous passionne, qui vous touche, qui vous intéresse, que vous avez envie d'explorer et que vous connaissez plutôt plus ou moins ou pas du tout. D'ailleurs, moi, je connaissais rien, ça m'intéressait pas du tout. Alors avant, je m'y suis intéressée parce que je trouvais que c'est un bon sport, mais saisissez-vous d'un sujet qui pour vous est un vrai sujet, et puis voyez mais qui ça peut intéresser, à quels besoins ça répond, quelles sont vos parties prenantes, quel est votre écosystème, si vous en parlez, qu'est-ce qui se passe, est-ce que écoutez, il faut beaucoup écouter. On parlait d'On the Wild Side tout à l'heure, Anne-Sophie Nardi qui a lancé On the Wild Side, on l'a suivie, elle était un incubateur les premières, mais elle a passé 6 mois à écouter tout le monde. Alors que c'est une experte en marketing de cosmétiques, mais elle a écouté, parce que ça lui a permis de bien comprendre où était son marché. Et puis après, en tout cas, il faut se lancer. Il faut expérimenter, il faut essayer, il faut accepter de faire des erreurs. Il faut accepter l'idée peut-être de ne pas réussir toujours tout de suite et de réessayer à nouveau. Ouais. Moi, je dirais pas perdre de vue ses valeurs et pourquoi on fait les choses. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur les valeurs, parce que si on se perd en chemin et qu'on ne sait plus pourquoi on fait ça, et
Ça n'a pas trop d'intérêt finalement. Donc je dirais toujours avoir cette ligne directrice qui est fixée par les valeurs les plus écologiques et éthiques possibles, évidemment. Sinon, si la motivation première c'est de gagner des sous, je ne sais pas si c'est la bonne voie. Franchement, à mon avis, il y a plus facile. Donc du coup, pas perdre ses valeurs de vue et savoir pourquoi on fait les choses, je pense que c'est important. Mais moi, ça rejoint un peu, sachez pourquoi, faites-le, et sachez pourquoi vous le faites, prenez la décision en ayant connaissance de ce que vous allez faire, vous allez apporter des choses, mais le jour où ce sera dur et ça va être difficile, quoi qu'il arrive, vous saurez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et ça vous aidera à vous raccrocher à une espèce de ligne de survie qui vous permettra de traverser les tempêtes et garder le cap. Ça, c'est important parce que si vous faites la girouette, ça va pas... Et les entrepreneurs que j'ai rencontrés qui font la girouette, qui changent d'avis à chaque rencontre, mais ils restent sur place. Parce que les vents tournent. On est dans la navigation. Ah oui, c'est parti là. C'est les métaphores avec Ah oui, ça. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les trois pour vos témoignages et pour votre temps. Merci à toi pour tes questions. Avec plaisir. Très sympa d'échanger de nouveau avec vous. On a eu tous les deux l'occasion d'échanger longuement sur le bonbon et Céline à divers reprises. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Merci encore à vous. au festival d'avoir organisé ça. C'est très cool. Merci à toute l'équipe. Merci pour la captation qui au final, je ne sais pas s'il a été fait de bout en bout, mais une connexion aléatoire. On va une diffusion de toute façon qui sera nette. Et ben magnifique, c'est parfait. Donc merci à tous et à très bientôt. Merci.